On dit souvent que les premiers contacts sont les plus importants. Et fidèle à moi-même, j'ai bien raté mon premier contact avec André. Pire encore, j'ai totalement oublié que j'avais raté mon premier contact avec André. Heureusement, il a eu l'intelligence de tolérer mon humour bien à moi, et c'est tant mieux, parce que j'aurais été triste de ne pas avoir l'occasion de discuter avec lui. André, alias Dead, vous en avez déjà entendu parler dans ce podcast. Lui et William Lamblay organisent Rise Up, une des meilleures retraites/formations pour les photographes de mariage, qui se tient une fois par an à Chamonix. C'est là que j'ai appris un paquet de nouvelles choses côté photo, là que j'ai gagné la Rise Cup et pris le booster de confiance qui va avec, là que j'ai fait connaissance avec plein de collègues formidables, et là que j'ai pris conscience que oui, il y a bien des gens qui écoutent ce podcast de l'autre côté du micro. Mais André, c'est surtout un état d'esprit admirable, beaucoup de tolérance et une belle vision du monde qu'il arrive à retranscrire dans ses images. C'est la personne dont vous ne partagez pas toutes les opinions, mais avec qui vous avez plaisir à débattre en sachant que vous en sortirez grandi. C'est celui qui arrive à concilier deux activités totalement opposées et en tirer le meilleur en progressant dans les deux domaines. C'est un créatif très posé qui va être capable d'avoir une analyse poussée sur ce qui nous rend créatifs, effet secondaire de toutes ces années accumulées un job créatif et un job très cartésien, et qui est capable de voir et d'apprécier le meilleur et le pire dans tout, y compris dans l'exemple ultime de ce qui peut cumuler à la fois le meilleur et le pire, la Magic Mouse d'Apple. Vous êtes tout dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de André Viglendatch. Très bien. Je l'ai bien dit. C'est parfait. C'est beaucoup mieux que. On s'est entraîné avant parce qu'effectivement, il y a cette C10 ou le E qu'on n'écrit pas. On n'écrit pas toujours en fait, et du coup on apprend, c'est d'origine polonaise. C'est d'origine polonaise, oui. Je suis né en Pologne. Et T'es d'ailleurs tu as la version simplifiée de mon prénom, parce que je m'appelle pas du tout André en réalité. Je suis Yenjay avec une belle C10 sous le E également. Donc Yenjay qui est une variante de Anjay, qui est André en français. Donc, voilà. Donc sur mes papiers d'identité, effectivement, c'est toujours Yenjay, c'est pas André. Voilà. Donc les gens se posent des questions quand ils te voient. Ouais, écoute, c'est une façon de nouer le contact. Alors de nouer le contact. Soit ça noue le contact, soit ça bloque les gens, j'ai l'impression. Non, ça les fait rigoler très souvent. Ouais. Parce qu'ils sont complètement perdus face à toutes ces consonnes et toutes ces voyelles mélangées dans un ordre qu'ils n'ont pas l'habitude de voir en France. Donc ça détend plutôt l'atmosphère et c'est plutôt... Moi j'ai des cousins qui sont jumeaux et j'ai l'impression des fois qu'il y a des gens qui évitent de leur parler juste pour éviter la gêne d'avoir à définir qui est qui et qui fait quoi. Et du coup, j'ai cette impression des fois que les gens sont complètement bloqués par un détail comme ça, alors que justement, c'est une vraie ouverture en fait. J'ai pas ressenti ça. Alors les gens se raccrochent souvent du coup au prénom parce que c'est quand même beaucoup plus facile que la suite. Mais non, ça détend un petit peu l'atmosphère et c'est pas quelque chose qui me pèse. D'ailleurs, la première fois que j'ai entendu ton nom, c'était Léa Torrieri dans un épisode 5 ou 6 du podcast qu'il a massacré. Et à la fin, on s'est resté sur Dead parce que... elle n'y arrivait pas. À l'époque, je ne te connaissais pas encore. Et d'ailleurs, tu m'as raconté une histoire très marrante quand je suis arrivé sur la première interaction qu'on a eue, dont je ne me souvenais pas du tout. Tu peux la raconter Oui, ça date de 2020. Alors, en fait, c'était sur Facebook. On avait échangé sur un sujet. Alors, je ne sais pas si on rentre dans les détails. On peut rentrer dans les... Non, aucun problème. Je pense que c'était parti d'une blague en fait sur un des groupes, je sais plus quel c'était, sur les Roms peut-être, qui faisait la manche au feu rouge. Et c'était parti je pense qu'il y a eu un échange plutôt sur le ton de la rigolade, mais qui m'avait un petit peu choqué. Je m'étais permis de te faire un petit message pour te le dire. Chose que j'ai regretté après parce qu'en fait je te connaissais pas du tout à l'époque et si j'avais pris le temps de discuter un petit peu avec toi en amont, j'aurais compris que c'était vraiment sur le ton de la rigolade et qu'il y avait rien de... Je vois tout à fait ce que j'ai pu poster en fait. C'est un gif avec s'il vous plaît, donnez argent. Exactement, je pense que c'était dans cet ordre-là. Alors celui-là, faut pas être choqué quand je sors ce truc là parce qu'en fait je le sors à toutes les sauces en réalité. D'accord. Okay. Je pense qu'il y a eu les inconnus un jour qui ont fait une vanne là-dessus. Et depuis, ça m'est resté dans la tête et ça fait partie du truc. Donc effectivement, c'était vraiment une grosse connerie de ma part. Mais voilà, donc, notre première, moi je m'en rappelais même pas en fait. C'est ça qui est. Je t'ai rappelé ça tout à l'heure quand on s'est retrouvés. Donc effectivement, j'ai bonne mémoire. D'accord. Comme quoi, on peut mal démarrer et bien terminer en fait. C'est ça, exactement. Et je suis ravi de te retrouver. Ça fait un bon moment qu'on parle de ce podcast. On avait envie d'enregistrer ça ensemble. Je crois qu'on en a parlé à mon premier Rise Up qui était il y a 2 ans. Exactement. Ça a traîné pendant 1 an parce qu'on voulait l'enregistrer en personne. Oui.
Je voulais éviter la formule visio. Ouais. Je fais un peu un blocage là-dessus. Ouais. Déjà parce que le son, Le son est moins bon, ça c'est sûr. Pas terrible. Et puis j'aime quand même bien le contact des gens et je trouve que quand il y a le filtre de l'écran, c'est quand même un petit peu dommage. Bah, j'avoue que l'écran est une nécessité parce que si je veux sortir un épisode tous les 15 jours, j'ai pas le choix, je suis obligé de m'adapter à ce genre de truc. Après, le podcast, à la base, je l'ai fait pour rencontrer les gens. Donc c'est quand même beaucoup plus sympa de se voir, d'aller bouffer ensemble après et de pouvoir discuter un peu avant et rigoler, boire un café que effectivement, quand ça se passe en visio, on se connecte, bonjour, allez, je lance l'enregistrement, on a terminé, voilà, ça sort à telle date, merci, envoie-moi tes photos et puis c'est bon quoi. Et puis ça rappelle des souvenirs de la période Covid qui sont pas forcément très joyeux. Moi, ça me ramène toujours à ça en fait, les visios. Ouais, chaque fois que j'ai une visio, que ce soit pour le pro ou pour le perso, ça me ramène à cette période-là Bref. D'accord, c'était pas la joie. En tout cas, sur ce plan-là, non, j'ai passé des très bons moments en famille. On était très privilégiés à cette époque-là. On a une petite maison avec un jardin, donc on n'a vraiment pas à plaindre. Mais sur le plan des interactions sociales, c'était quand même limité. Et les appels en visio en sont vraiment Oui, mais je me rappelle de ces trucs où on buvait en visio, quoi. C'était chacun amenait sa bouteille de whisky et chacun buvait son whisky préféré. La seule différence, c'est que tu n'étais pas obligé de boire le mauvais whisky de quelqu'un d'autre. Tu pouvais amener ton bon whisky à toi, quoi. Ouais, d'accord. On commence tous les épisodes par la même question, c'est l'elevator pitch. Tu rentres dans l'ascenseur, il y a Steve Jobs qui rentre à côté de toi et tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui expliques. 3 étages. Alors, c'est pas beaucoup, ça fait 3 minutes max. Premier étage, je lui demande déjà qu'il m'explique un petit peu le design de la Magic Mouse parce que je suis toujours perturbé par cette recharge par le derrière de la souris. Pour les gens qui ne sont pas équipés de Mac, c'est un... Voilà, c'est un non-sens total, on est tout à fait d'accord. Donc ça, je voudrais qu'il m'explique quand même un petit peu ce qui s'est passé au niveau de tes équipes là-dessus. Deuxième étage, je lui parle de Greg Pizza, qui est le camion de pizza qui est juste à côté de chez moi. Donc je suis entre Grenoble et Chambéry, dans un petit village. Greg Pizza, il fait une carte de fidélité, c'est-à-dire qu'au bout de 9 pizzas, tu as la 10e gratuite. Et j'aimerais bien qu'ils fassent la même chose chez Apple, parce que j'adore leurs produits, ils sont quand même pas donnés. Et j'aimerais bien qu'au 9e produit Apple acheté, ils nous fassent un petit... J'en aurais déjà 5 ou 6 gratuits, moi. Ouais, c'est ça. Et puis il me reste un étage pour lui expliquer que je transforme les problèmes de mes clients en histoire originale. Moi, j'essaye de le faire du mieux que je peux. Et je lui dis aussi que sa créativité, son côté visionnaire nous manque un petit peu aujourd'hui. Oula, oui, ça, effectivement, il était unique, on va le dire comme ça. Et clairement, c'est plus la même Apple aujourd'hui. Non, disons qu'il y avait vraiment ce côté visionnaire qu'on a perdu aujourd'hui, je pense, chez Apple. Et puis, dans le sens où on vit aujourd'hui sur son héritage, mais il n'y a rien eu de bien neuf. Je veux dire, il a quand même changé le monde avec ses créations, on peut le dire comme ça. Voilà. Je crois que la différence, en fait, c'est qu'ils continuent à produire des trucs assez innovants, mais par contre, ils savent plus du tout quoi en faire. Ce qui était la grosse différence avec lui, c'est que quand il te sort l'iPad, tu sais précisément à quoi il va servir. Quand il te sort l'iPhone, tu sais précisément à quoi ça va servir. Ou si toi, tu le sais pas, lui, en tout cas, il sait exactement. Lui, il sait où il va aller. Moi, tu sauras. Tu pourras alors que l'Apple Watch, ils ont mis 1 an avant de comprendre que ça servait à faire du fitness plutôt qu'à lire l'heure. Et le Vision Pro, ils sont encore en train de se demander ce que déjà, je l'ai essayé, c'est impressionnant. C'est vrai. Et c'est une très bonne télé. C'est une très très bonne télé. C'est juste ça. Donc ça fait un peu cher la télé. Mais c'est une très très bonne télé et je pense que dans 3-4 ans on en aura tous un. Peut-être que je suis un peu vieux aussi, je sais pas, mais j'ai un peu du mal à imaginer toute la famille avec son masque sur les yeux à regarder. Mais dans 10 ans, c'est pas un masque, c'est les lunettes que j'ai sur les yeux. Oui, aussi. Oui, bien sûr. Et ce sera juste, ce sera même plus un vrai écran, ce sera de la réalité augmentée, mais ce sera extraordinaire à vivre, je pense. Et nos enfants, pour eux, ce sera la normalité la plus totale. Tu m'as raconté une histoire assez sympa. J'aime bien en fait ce genre de choses hors photo parce qu'on se rend pas toujours compte qu'on a tous une vie hors de la photo. Parfois, on a une vie professionnelle hors de la photo. C'est ton cas, c'est mon cas. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu parce que je trouve intéressant de voir en fait que on peut être un très grand photographe sans être à 100% de temps de cerveau disponible sur la photo en fait. Oui, alors le fait de ne pas avoir 100% de mon cerveau dédié à la photo,
photo, ça a quand même pesé pendant pas mal d'années. Donc là, aujourd'hui, je suis content d'avoir mon cerveau dédié à la photo, à la vidéo et au rédactionnel. Donc je suis content d'avoir fait quand même un choix, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent. Mais effectivement, oui, moi, j'ai fait des études dans le bâtiment. Et je gérais un bureau d'études de béton armé. En fait, on faisait des calculs de structure béton armé. Donc, a priori, c'est pas super sexy. On est très, très loin du monde de la photo. Mais voilà, donc on faisait des plans pour les maçons en fait, pour les gens qui construisaient les immeubles, on vérifiait si ça tenait debout en cas de tremblement de terre, enfin tout ce genre de choses. Et en parallèle de ça, alors j'ai toujours fait du dessin, de la photo, voilà, j'ai toujours eu besoin de ce côté moins cartésien, plus créatif dans ma vie. Et j'ai mis un terme donc, à cette première partie de ma vie professionnelle. Donc là j'ai 44 ans aujourd'hui, donc j'arrive à mi-chemin on va dire. Et ça fait bientôt 8 mois, effectivement, que j'ai liquidé cette société dans laquelle on était 4. Et aujourd'hui, je suis tout seul en attendant de constituer une petite équipe autour de moi et je me consacre donc effectivement à la création de contenu au sens large. Mais effectivement, j'ai un parcours qui est pas si exceptionnel. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens autour de nous qui l'avouent ou pas, d'ailleurs, parce que c'est pas forcément quelque chose dont on est fier, bizarrement, je sais pas trop pourquoi. On devrait, parce qu'en fait, c'est pas une honte déjà d'avoir eu un boulot avant. On ne peut pas trouver ce qu'on aime du premier coup. En général, on trouve ce qu'on aime en trouvant ce qu'on n'aime pas, en fait. C'est ça. C'est assez fréquent. Et est-ce que ça t'a pas poussé vers la photo à un moment aussi d'avoir cette vie professionnelle qui peut-être te passionnait pas et tu avais besoin de faire quelque chose d'un peu plus créatif? J'ai toujours eu besoin de ce côté, de cet exutoire, de travailler ma créativité en dehors de cet univers qui est vraiment très cartésien, qui est basé sur du calcul et voilà. Donc j'ai toujours eu besoin de ça, effectivement, oui. Je pense qu'à l'origine, c'est quand même un problème d'orientation, c'est-à-dire que j'étais pas du tout fait pour des métiers comme celui que j'ai eu pendant 22 ans. Mais par la force des choses, parce qu'on écoute nos parents, parce que... Faut un job sérieux, faut un salaire qui tombe à la fin du mois. Donc on se laisse un peu embarquer là-dedans, et puis voilà. Et puis... sans regret par contre, c'est-à-dire que vraiment ça m'a permis d'avoir une situation financière stable qui nous a permis d'acheter une maison dans un endroit qui nous plaît, de voyager, de faire plein de choses. Ça m'a permis aussi d'avoir que les bons côtés de la photographie, c'est-à-dire de vraiment choisir les activités dans lesquelles je voulais évoluer. Et ça c'est un luxe. Parce que quand tu as le choix, c'est quand même... C'est vraiment un luxe que donc je crache vraiment pas dessus. Ça m'a permis aussi d'apprendre des choses, je veux dire clairement. J'ai géré une équipe pendant quelques années. Ça a bien fonctionné pendant le temps pendant un certain nombre d'années. Mais je suis content d'être passé à autre chose. Voilà, je pense qu'il y a un moment, il faut aussi se responsabiliser, se rendre compte que la vie est finalement assez courte, beaucoup trop courte, qu'il faut à un moment faire ce pourquoi on pense être sur cette terre, tout simplement. En tout cas, quand tu as trouvé ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, encore une fois, je pense que c'est en trouvant ce qu'on n'aime pas qu'on découvre ce qu'on aime. Oui. C'est beaucoup plus facile en fait dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à trouver directement ce qu'ils adorent, mais tu as des gens qui ont beaucoup plus de mal. Et effectivement, quand tu es conscient de ce que tu aimes, c'est là qu'il faut y aller à fond, surtout quand tu as la chance de créer une stabilité avant où tu sais que la maison est payée, tu sais que quoi qu'il arrive, tu manges, et tes enfants mangent surtout parce que limite, quand tous les parents sauront que nous, c'est pas grave si on mange pas, mais il faut que les enfants ils mangent quoi. Mais quand tu t'es créé cette stabilité, effectivement, ça fait du bien. Oui. Ça c'est rassurant pour voilà. Puis je suis aussi un caractère assez j'ai besoin d'organiser les choses, j'ai besoin de voir les choses en amont. Je suis pas un grand aventurier en fait, voilà. Donc j'ai quand même besoin de cadrer un petit peu ma vie, et ça m'a quand même permis pendant un certain nombre d'années de la cadrer justement, d'organiser tout ça comme il faut, et voilà. Donc là je suis un petit peu quand même l'inconnu depuis 8 mois. Ça fait peur ou pas? Ouais, ça fait peur. Ça fait peur, bien sûr. Je me le suis caché. J'ai caché cette peur pendant de nombreuses années. Parce qu'en fait, c'est un projet que je mûris depuis une bonne dizaine d'années. Mais j'avais pas eu l'opportunité, j'avais pas eu le courage peut-être de me lancer aussi à certains moments.
Je me suis un peu laissé embarquer dans un certain confort aussi, hein, parce que quand on a voilà, un salaire ou une rémunération qui tombe régulièrement sans forcer, voilà, on s'y habitue. Et puis c'est dur de dire adieu à quelque chose que tu as créé en fait. Quand tu dois dire adieu à tout ton carnet d'adresses que tu as passé 10 ans à construire et à toute ton expertise et à tout ça. Et je me disais ça effectivement, mais en fait c'est pas perdu tout ça, parce qu'aujourd'hui je recontacte ces gens avec une autre casquette tout simplement, et c'est plutôt mais c'est même mieux parce qu'en fait moi j'ai eu un parcours assez similaire à toi, sauf que j'étais dans l'immobilier et au moment en fait de faire la bascule, j'avais très peur. J'ai passé 15 ans quand même. J'avais construit un carnet d'adresses qui avait une vraie valeur et avant j'avais très très peur de perdre tout ça. Et en fait une fois que je l'ai laissé tomber, j'ai lâché prise. En fait, ça n'avait plus aucune importance. J'ai gardé plein de choses de cette époque. J'ai gardé le commercial, qui commence à dater un peu d'ailleurs. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, parce que j'étais vraiment un vieux commercial old school qui prend son téléphone et qui invite les gens à bouffer. Et c'est un peu plus compliqué maintenant, le monde a changé. Mais tout le reste, en fait, c'est pas grave. Et bizarrement, ça revient d'une manière ou d'une autre, en fait. C'est ça qui est... Mais le avant est terrifiant, je me rappelle de ça. Ouais. Le avant est terrifiant, ce moment où tu dois dire ok, je lâche. Et je suis un petit peu alors c'est pas de la jalousie, mais il y a des gens qui arrivent à tout, enfin qui du jour au lendemain à tout claquer, à partir sur un autre projet, un autre projet de vie. C'est peut-être un esprit plus, peut-être que je suis pas un entrepreneur finalement dans l'âme. C'est peut-être juste ça. Non, en fait je crois que les gens qui font ça l'ont déjà fait, c'est juste que tu l'as pas vu. Peut-être. C'est parce que quand tu l'as fait une première fois et que tu comprends que peut-être il faut claquer la porte, c'est beaucoup plus facile. Si aujourd'hui le podcast devenait plus gros que la photo, j'aurais aucun remords à tourner la page. D'une manière ou d'une autre, j'arrêterai jamais la photo, mais j'aurais aucun remords à dire ok, maintenant ma vie est là, j'y vais quoi. Parce que je l'ai déjà fait, mais la première fois, c'était terrifiant. Je me rappelle de ce moment où je me dis est-ce que je jette vraiment tout ça, t'effaces des noms dans ton téléphone, c'est quelque chose. On va rajouter un petit truc quand même sur ta présentation, c'est que tu es un des organisateurs de Rise Up, j'en ai parlé plein de fois, et que c'est comme ça qu'on s'est connus réellement, même si on s'est parlé avant sur un ton un peu moins cordial, mais on s'est connus à Rise Up vraiment. Donc mon premier c'était il y a 2 ans, il y a celui de l'an dernier, où en plus on a eu l'occasion de discuter, on y reviendra un petit peu plus loin, sur une lecture de portfolio que tu faisais gentiment pour tous ceux qui voulaient. Moi je t'ai fait te lever en plus aux aurores, alors que franchement on voit que tu bosses dur. C'est que franchement les gens ils me regardaient comme un alien dans la salle de petit-déj. J'étais déjà là depuis 1 heure, ils arrivaient tous la gueule enfarinée, moi j'étais en train de bosser. C'était assez rigolo, mais donc on a eu cette lecture de portfolio ensemble qui m'a vachement ouvert les yeux sur certains aspects de ma photo et de ce que je pouvais ne pas faire. Et encore une fois, prendre des conseils et des avis de gens extérieurs, on a l'impression qu'on s'autosuffit, surtout en photo, où tu fais une photo un peu potable et ça y est, t'es un génie, quoi. Alors qu'en fait, non. Va écouter les autres, quoi. Il y a eu une histoire d'ego dans la photographie quand même qui peut être pénalisant des fois. L'idée de ces lectures de portfolio à Rise Up, on l'a fait entre nous. Nous, on pousse vraiment aussi les gens à les faire entre eux parce que mon avis n'est pas plus important ou plus intéressant que celui d'un autre photographe. Donc on a vraiment tous, quel que soit notre niveau, notre expérience, on a des choses à s'apporter mutuellement. Donc on pousse vraiment les gens à échanger là-dessus. On trouve que les moments hors dehors des formations sont aussi importants que les formations en elles-mêmes, parce que ça permet d'échanger, de confronter nos regards, nos avis, nos expériences, nos problèmes du quotidien, parce qu'on a quand même des métiers qui sont assez solitaires finalement, donc ça fait du bien aussi de pouvoir échanger là-dessus. Et effectivement, très bon souvenir de cet échange avec toi, et je regrette que l'organisation de la semaine ne nous permette pas de passer plus de temps à chacun d'entre vous comme ça, parce que oui, parce qu'on va courir toute la journée. C'est toujours un peu compliqué. On va essayer de se libérer un petit peu plus de temps cette année, parce qu'on est toujours très frustré de ne pas pouvoir... c'est dommage d'organiser ça et de ne pas pouvoir aller un petit peu dans le jacuzzi, quoi. Bien sûr. Jacuzzi, on y arrive encore un petit peu. mais non, en fait, on a des formateurs qui sont à chaque fois vraiment exceptionnels. En fait, on les choisit pour nous, en fait. C'est toute l'histoire de Rise Up, c'est ça. On a vraiment voulu faire une formation... la formation qui nous manquait en fait, qu'on aurait voulu faire et qui n'existait pas. Donc on est vraiment parti là-dessus, et que j'ai pas cité, mais donc je suis co-organisateur et co-créateur de l'événement avec William Lamblay. Et on a vraiment fait l'événement pour répondre à notre propre besoin finalement. Qu'est-ce qu'on aurait voulu nous en termes de formation, qu'est-ce qui manquait dans le paysage, dans l'offre au niveau national.
Et on a créé ça, on essaye de le maintenir. Voilà, c'est la 5e année, c'est même la 6e année qu'on l'organise, parce qu'il y a eu le Covid, on l'a organisé pour rien, on a annulé un mois avant la date. Mais voilà, donc c'est à chaque fois un grand moment. Ouais. J'ai pris le magnifique sweatshirt de Rise Up, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Et pour la petite anecdote, je rends aujourd'hui la Rise Cup, puisque je ne peux pas aller au prochain Rise Up parce que j'ai un bébé de 9 mois et que madame m'a demandé de rester à la maison cette année. Donc cette année que je comprends sans aucun problème. Alors il va se passer quelque chose qui est absolument pas visuel, mais je tenais quand même à le faire maintenant. Je crois que je l'ai vu. C'est que donc on a le... Alors, donc la Rise Cup, il faut savoir que c'est une bûche de bois qui doit faire pas loin de 25 kg. Ouais. Là, je suis venu en voiture depuis à l'autre bout de Paris. Qui doit faire dans les 70 cm de large sur 80 cm de haut. Et depuis l'année dernière, alors chaque année on récupère la Rise Cup pour pouvoir l'offrir aux gagnants suivants. Et les premières années, en fait, les gagnants n'avaient plus rien finalement après. Et on s'est dit qu'on ferait une mini Rise Cup pour quand même avoir un petit souvenir de cet événement. Et aujourd'hui, donc, je viens avec ta mini Rise Cup en échange. Merci beaucoup, je te rendrai la grande tout à l'heure. En échange de tes 25 kilos. Merci, elle est plus belle que celle des autres qui ont eu le Merci beaucoup. Ça c'est un beau. Et puis celle-là rentrera dans mon bureau. Oui, c'est plus facile à ranger. J'ai une frustration sur la Rise Cup cette année, c'est qu'effectivement je viens de déménager et j'ai pas encore reçu le buffet sur lequel elle aurait été. Donc elle n'a pas eu sa place dans mon nouvel appartement. Okay. Donc j'ai croisé Oliver hier sur le salon de la photo et je lui ai dit j'ai pas d'autre choix que de revenir l'an prochain et de la regagner. C'est ce que j'ai dit. Il faut pour retenter ta chance. Pour retenter ma chance. Non, je vais la regagner. Je vais vous trouver un autre vie est mort de quelque chose. Vous me mettez une bonne musique bien larmoyante en début de truc et puis c'est bon, je la regagne. Hein. Mais non, c'était ce que j'avais dit à Oliver et ça, je voulais vous remercier, Will et toi pour ça. Je suis pas quelqu'un qui est très concours, je suis quelqu'un de très compétitif une fois que je suis lancé, mais je suis pas quelqu'un qui est très concours parce que l'exemple dans les concours photos que j'ai eu, je vois beaucoup de gens se perdre là-dedans parce que c'est purement de l'ego ou c'est purement de la vente aux autres photographes. Et donc, j'ai beaucoup de réticences à participer au concours photo. Et cette année, en fait, j'avais vu Oliver et j'en avais parlé après, je l'avais interviewé après qu'il ait gagné. Et on avait eu cette discussion, il me disait quelle fierté, je me sens bien, truc. Et je me dis, s'il se sent bien comme ça, je vais peut-être l'an prochain, je vais peut-être jouer parce que l'année où il a gagné lui, je suis arrivé, je dis, je vais pas perdre de temps avec cette connerie, c'est bon, c'est pas grave, je laisse jouer quoi. Et en fait, de la gagner, j'arrivais pas à imaginer que tu l'as et tu la soulèves devant tout le monde et t'es hyper fier parce que c'est pas quand je l'ai eu dans les mains, je l'ai soulevé, j'ai gueulé et puis j'étais hyper content et franchement ça fait du bien et c'est un beau trophée. C'est un très beau trophée et ça m'a fait vraiment du bien de la gagner en fait. Écoute, alors les concours, on pourra en parler des heures. Hein. Comment dire, effectivement, ça peut emmener les gens dans des situations qui sont pas forcément agréables. Ouais. Des gens qui ont gagné pendant une année ou deux, qui se mettent à plus rien gagner et qui tombent dans des situations personnelles assez compliquées, du coup, qui se remettent en question assez lourdement et qui sont pas loin de la dépression voilà, parce qu'ils gagnent plus, alors que tout ça est vraiment subjectif. Hein, je veux dire, les juges changent régulièrement. Et donc, moi, j'ai vraiment un souci avec les concours de façon générale. Là, pour le coup, on a vraiment voulu... cette Rise Cup, c'est plus une excuse pour provoquer l'échange, en fait. Ouais. Provoquer la discussion. C'est-à-dire que toutes les séries sont affichées dans l'hôtel où on est logé, donc à Chamonix. Et c'est l'occasion de discuter, tout simplement, d'échanger. Donc c'est vraiment c'est un outil de communication, on pourrait dire. Hein, c'est vraiment mais ça fait vachement du bien, parce que du coup, moi, il y a plein de gens qui sont venus m'en parler en cours de Rise Up. Les profs sont venus m'en parler en disant mais c'est super. Et tu sais, tu regardes, et moi sincèrement, cette série, je l'ai faite, sans déconner, je l'ai faite en amenant les enfants à l'école le matin, parce que je voyais les sapins sur le bord de la route. Et je me disais quand même, c'est triste, ce sapin qui a été la star. Et vraiment, c'était rien. Et quand j'ai dit je participe, j'avais que ça en réalité. Donc je l'ai envoyé. Voilà, j'ai participé. Je ne pensais pas la gagner, sincèrement. Et en fait, il y a le fait de la gagner, mais il y a aussi toutes les discussions que ça a générées pendant toute la semaine. C'est l'objectif. Ça, c'est incroyable. En fait, je ne saurais pas dire assez aux gens à quel point c'est incroyable d'avoir des gens qui viennent te dire « Putain, j'ai adoré ta série ». Alors que toi... voilà, c'est ma série du matin en allant à l'école, quoi. On va passer à l'interview à proprement parler. Les 4 premières questions, c'est toujours les mêmes pour tout le monde. La première, c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi ? Ok.
J'ai fait un peu mes devoirs, donc j'ai préparé un petit peu les. Est-ce que si fait. je vais très vite avec 3 livres, ça marche aussi ou pas? Oui, t'as le droit. Le premier, ça serait un livre de Olivier Laban-Mattei, qui s'appelle Mongol. Il a fait un énorme travail en fait sur la Mongolie, et en particulier sur cet ouvrage-là. En fait, il est parti avec son fils. Il a confié un petit appareil photo à son fils, un Polaroid, si je dis pas de bêtises. Et il y a vraiment ces deux regards, c'est-à-dire le sien, le regard d'Olivier, qui est un photographe expérimenté, qui a gagné des WordPress Awards, etc., face à celui de son fils. Les deux se complètent vraiment. Il y a une espèce de naïveté dans la photo de son enfant, qui, par son âge, par sa proximité aussi avec les gens de son âge sur place. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très beau qui se passe. Les textes d'Olivier sont très chouettes aussi pour raconter la situation dans le pays. Donc c'est vraiment un très très bel ouvrage. Et j'ai fait, c'est un événement marquant aussi, c'était un workshop que j'avais fait avec lui. Il y avait Annie Gozard d'ailleurs, que tu dois connaître, qui était avec nous aussi sur ce workshop. Ça date, c'était en 2015, je crois 2015 ou 2016. Donc j'avais découvert là-bas, je l'avais rencontré, on l'avait fait venir à Rise Up du coup quelques années plus tard. Donc voilà, ça je le conseille chaleureusement. Je vais juste te glisser en passant que j'ai reçu Olivier dans le podcast. Je ne sais plus quel numéro d'épisode c'est, mais je le mettrai dans les notes d'épisode. Et c'était un podcast très marquant. J'en ai pleuré parce que lui, son mauvais moment, c'est vraiment un moment horrible. Et lui pleure et moi je pleure aussi en fait. Donc c'est un épisode à écouter vraiment. Ouais. Il est assez il est passionnant, c'est vraiment une personne que j'admire beaucoup. Enfin, la photographie, sur le plan de son travail, je suis vraiment très, très admiratif de ce qu'il fait. Et humainement, juste une petite anecdote, mais quand il nous a reçus pour le workshop, donc en 2015, on s'attendait vraiment à être accueillis par une superstar de la photo, avec ses WordPress autour du cou, etc. En fait, il nous a accueillis dans un petit studio parisien avec une casserole pleine d'eau dans la main, en nous demandant si on voulait du café. Vraiment, de la façon la plus simple qu'on puisse imaginer. Et ça a remis vraiment tout à plat, et on a passé une semaine avec lui qui était exceptionnelle. J'ai fait un workshop aussi avec lui quelques années après, sur un bateau parisien, et c'était pareil. Il n'a pas changé depuis. C'est un type fascinant. Deuxième livre que je peux recommander, c'est un livre de Jimmy Nelson. Je ne sais pas si tu connais, c'est un photographe qui fait un énorme travail depuis pas mal d'années maintenant sur des tribus un petit peu perdues, isolées un petit peu aux quatre coins du monde. Il y a un livre qui s'appelle Before They Passed Away, qui est sur les communautés indigènes qui essaient de maintenir leur tradition dans un monde qui est en pleine évolution, au milieu de cette mondialisation. Et il y a des portraits de ces tribus qui sont juste incroyables. Et le dernier, ça serait le livre de Lincea Dario, que tu connais peut-être, Tel est mon métier. Le nom, je connais, mais les livres, je ne connais pas. C'est une photographe américaine, une photographe de presse et une reporter américaine, qui est un livre alors on pourrait le comparer un petit peu à, War Photographer de Nash Tway, ou Baptême du feu de Corentin Follen. C'est un peu dans cette idée-là. Et c'est un livre qui raconte un petit peu son regard sur le métier, son regard de femme aussi, qui est super intéressant à voir. Qui raconte son expérience à Cuba, au Pakistan, qui s'est fait kidnapper par des milices pro-Kadhafi en Libye. Enfin, c'est vraiment passionnant. Donc voilà, les trois livres que je peux... Des histoires intéressantes, mais qui ne doivent pas être soft. Non, pas forcément. Si je te demande, c'est quoi être créatif ? Alors, c'est relier des points, relier des choses qui sont a priori très différentes, et en faire quelque chose de cohérent, d'original si possible. Après, on peut être créatif sans être original, ça, c'est encore un débat. Après, la créativité, c'est un processus qui est... alors, c'est déjà une première phase de découverte. Donc, c'est-à-dire s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir sur ce qui nous entoure, et c'est découvrir de nouvelles choses, même des choses qui ne nous intéressent pas forcément a priori, mais qui peuvent nous alimenter son cerveau. Finalement, il y a vraiment une première phase de découverte. Ensuite, une phase d'incubation, c'est-à-dire qu'on laisse tout ça reposer, on essaye de l'oublier, et puis vient la phase d'illumination. Donc c'est l'idée, la petite ampoule au-dessus de la tête qui s'allume, à condition d'avoir effectivement fait les deux premières étapes, donc la découverte et l'incubation. Et puis après, il faut vérifier si cette idée est vraiment pertinente, parce que des fois, on se réveille avec une idée qui a l'air exceptionnelle, et en fait, on se rend compte au cours de la journée que... t'es pas si belle. Ouais, t'es pas si belle. Donc il y a vraiment ces 4 phases. Après, c'est un sujet que j'avais pas mal étudié, c'est super intéressant. Je ne sais pas si on a vraiment le temps de développer aujourd'hui. Même sur le plan
la construction de notre cerveau par rapport à tout ça. Initialement, en fait, je sais pas si tu as déjà vu des poules quand tu leur jettes du pain, par exemple. Elles se jettent immédiatement sur les petites miettes de pain, tout, voilà. Alors que tu donnes du pain à un homo sapiens, il va réfléchir à en faire un hamburger, une tartine grillée, du pain perdu, des sandwichs, enfin voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans notre cerveau, alors on parle souvent de côté d'hémisphère gauche, hémisphère droit. En fait, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a vraiment plusieurs zones qui communiquent entre elles. Et il se trouve que ces zones se sont éloignées au fur et à mesure de l'évolution de l'homme, de l'animal déjà. Et en fait, la créativité, elle est nichée en fait, dans toutes ces connexions qui se sont créées entre les différentes zones du cerveau qui se sont éloignées petit à petit. Et il se trouve que la plupart des animaux, c'est comme la poule par exemple, elle a un cerveau qui fait la taille d'une noisette. Hein. Donc il y a très peu de distance finalement entre ces différentes zones. Et ça laisse très peu de place à la créativité. Donc ça, c'est vraiment sur le plan purement structurel sur notre cerveau, quoi. Hein. Mais en dehors de ça... donc effectivement le fondement de la créativité elle se niche vraiment là-dedans, quoi, dans toutes ces connexions qui se font entre les différentes zones du cerveau. Et ce qui est très beau dans la créativité, c'est que d'une part elle n'est pas vraiment dépendante de nous finalement, elle est dépendante aussi de notre ouverture sur le monde, donc elle est dépendante des autres finalement. C'est les autres qui vont abreuver, la différence des autres finalement qui va abreuver notre créativité, la booster. Et ce qui est très beau aussi, c'est que c'est accessible à tout le monde. On a souvent tendance à croire qu'il y a des gens qui sont exceptionnels, qui sont très créatifs, qui sont voilà. Mais en fait, à partir du moment où tu es équipé d'un cerveau, ce qui est a priori le cas de tout le monde, ce qui est a priori tout le monde, tu es capable d'être créatif. Donc après, comme je disais, il faut abreuver le cerveau de nouvelles expériences, de nouvelles choses pour lui donner de la matière finalement à travailler. Mais c'est accessible à strictement tout le monde. Mais c'est marrant parce que quand tu dis connecter les points, je suis obligé de le rapprocher du fameux discours de Steve Jobs où il dit connecting the dots. Mais en fait, tu ne peux le faire qu'à reculons. Tu peux pas décider à l'avance que tu vas connecter tel point avec tel point. C'est juste qu'en fait, faut que ça mûrisse et que à un moment, en fait, c'est pas toi qui connectes les points, c'est eux qui se connectent entre eux, en fait. Oui. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Il y a quelque chose que tu maîtrises pas, et c'est ça qui est beau. C'est un petit peu comme l'aquarelle, tu sais. Tu mets de l'eau, tu balances des pigments et tu sais jamais trop dans quelle direction ils vont partir. Cette part de hasard me plaît beaucoup dans le processus créatif. C'est que ça vient des fois un peu sans trop le savoir. Moi personnellement, ça m'arrive souvent sous la douche, par exemple. Les bonnes idées, les idées en tout cas, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais souvent dans la douche, et je m'en suis rendu compte, j'ai creusé un petit peu pour savoir pourquoi. Et en fait, c'est le seul moment de la journée où je suis complètement déconnecté de tout le reste. Parce qu'en fait, on est tout le temps sollicité, les écrans, les appels, les mails, voilà. Et le seul moment où je suis vraiment dans ma bulle, c'est à ce moment-là, et le cerveau est libre finalement, et les idées émergent souvent à ce moment-là. J'aime beaucoup cette référence parce que moi, c'est à vélo. En fait, les gens ne comprennent pas, ils me disent pourquoi tu es toujours à vélo, il fait truc et tout. En fait, c'est le seul moment de ma journée où t'écoutes pas la radio, t'as pas le téléphone, tu peux rien faire d'autre que rouler, regarder devant toi et avancer, quelque part flâner en fait. C'est ça. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais croisé Édouard Baird dans la rue comme ça, et c'est la seule fois de ma vie, je pense, où j'ai réellement vu quelqu'un regarder en l'air. Ok. Il regardait autour de lui. Et il était complètement... je pense qu'on peut pas dire que c'est pas un mec créatif. Lui, c'est vraiment certainement un des summums de la créativité. Et tu te rends compte qu'en fait, il se libérait du reste du monde. Et c'est de là que venaient ses idées. Donc, faut couper, quoi. Oui, il faut. Il faut couper, on le fait pas assez. Hein. On prend assez peu le temps pour rester un petit peu l'idée. Je reviens, je suis désolé de revenir sur Rise Up, mais c'était aussi un petit peu l'idée, c'est de se couper un petit peu de notre vie quotidienne, pro et perso, pour pouvoir laisser incuber tout ça. C'est le truc, c'est la réflexion que j'ai eue sur Rise Up. J'avais fait 72 heures un petit peu avant, et 72 heures étaient à Paris, et donc le soir, je rentrais chez moi. Et en fait, je me rends compte que cette reconnexion avec ta vie normale de près, parce que tu reviens dans les problèmes de la vie quotidienne, te coupe totalement de l'expérience que je n'ai pas eu à Rise Up. C'est-à-dire qu'à Rise Up, j'appelle, j'ai des nouvelles, mais en fait, je n'ai pas de couche à changer, j'ai pas de repas à préparer, j'ai pas de trucs. Donc, j'ai les enfants 20 minutes le soir pour leur faire un bisou et leur dire est-ce que tout va bien. Mais en fait, après, je suis, même si je suis pas le gros fêtard qui va aller faire la grosse stuff tout le temps et qui va rester jusqu'à 3h du matin à discuter avec les gens, en fait, tu restes dans le mood Rise Up du début à la fin. C'est ça. Et puis, effectivement, l'idée, c'est aussi
Oui, quand je dis la phase de découverte, donc qui est vraiment la toute première phase du processus créatif, c'est aussi de engranger un maximum d'expériences, de souvenirs, d'émotions pour donner de la matière au cerveau, quoi. C'est vraiment ça. Donc tu accumules, voilà. tu accumules, Donc j'accumule. et ça, tu secoues. J'accumule, je secoue. Je trouve que la spécialisation, pour le coup, c'est vraiment un frein à la créativité pour moi. Je sais que c'est compliqué à vendre, particulièrement en France peut-être. J'ai l'impression que c'est peut-être moins le cas dans d'autres pays. J'ai l'impression que les gens aiment bien quand même mettre des cases. Mettre des cases, mettre les gens dans des cases. Savoir que tu appelles telle personne, c'est pour telle prestation et surtout pas autre chose. Enfin, voilà. Et du coup, c'est des fois un petit peu difficile de se vendre un petit peu comme un couteau suisse. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment besoin de ça, quoi. J'ai du mal à me limiter à un seul outil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais aussi des vidéos, je tourne des interviews. Enfin, voilà. Mais se limiter à un seul outil, moi, alors c'est pas parce que j'ai fait le tour de la photo, loin de là. Je pense qu'on n'a jamais fait le tour de ce genre d'activité. Voilà. Il y a toujours des choses à apprendre. C'est ce qui en fait un si beau métier d'ailleurs. Mais j'ai besoin de. Je veux pas m'imiter juste à ça pour raconter des histoires. Créer, ça peut pas se limiter à un appareil photo, quoi. Exactement. C'est Exactement. Et je lutte contre la spécialisation parce qu'on nous pousse quand même à ça. Mais voilà. Je suis tout à fait d'accord. Le nombre de gens qui me disent mais pourquoi tu fais un podcast alors que tu pourrais faire que des photos, après, en réalité, tu vois, ces discussions, on est à la 115e là quand même. Puis j'ai quand même reçu des sacrés photographes. Je pense que j'ai plus progressé avec ça, même si effectivement j'ai pas passé 100% de mon temps à faire de la photo, quoi. Mais il y a un vrai truc là-dessus. Il y a un vrai sujet. Donc, s'ouvrir au monde et laisser mélanger, laisser infuser. Qu'est-ce qui te fait déclencher ? L'espoir, peut-être. L'espoir que la prochaine sera meilleure que la précédente. L'espoir qu'elle déclenchera une émotion chez la personne qui la regardera. L'espoir que le client sera satisfait, que le papa de la mariée lâchera une larme, l'espoir qu'elle sera honnête aussi, qu'elle soit pas, qu'elle représente ce que j'ai vécu, que de façon non altérée, je veux dire, de façon honnête. Je pense que l'honnêteté aussi, il y a quelque chose de la recherche de l'honnêteté aussi dans ce qu'on fait. L'espoir, je pense. C'est une bonne raison de cliquer. Pas mal. C'est quoi une bonne photo ? Une photo dont on ne se lasse pas, je trouve. Une photo qui reste intemporelle. Une fois de plus, une photo qui témoigne honnêtement d'une période, d'un événement, d'une époque. J'aime beaucoup les compositions assez complexes finalement, avec plusieurs niveaux de lecture, des photos sur lesquelles tu peux revenir plusieurs fois et tu découvres toujours un petit truc qui te fait sourire ou un petit truc qui déclenche une émotion. Donc des compositions assez complexes. Et à contrario, j'aime aussi les choses très épurées aussi. Parce que ça me déclenche des émotions de façon plus spontanée aussi qu'une composition complexe. Il y a vraiment ces deux aspects, et ça se retrouve aussi un petit peu dans ma photographie. C'est des choses plus complexes et des choses un peu plus épurées, plus élégantes entre guillemets. Donc voilà, j'ai vraiment bien ces deux aspects. Ça me fait penser encore à un livre que je peux recommander. C'est un livre de Ulrich Leboeuf qui s'appelle Chaos. C'est un photographe de l'agence Myop qui a couvert les gilets jaunes et qui a fait un travail incroyable sur des scènes de manifestations, mais des choses très floues, avec énormément de grains, énormément de contrastes, des choses qui laissent un peu le cerveau voyager, juste ressentir l'émotion du moment, sans trop se poser de questions. Olivier le fait aussi, ça. Des photos un peu plus qui laissent plus l'esprit divaguer en fait, des trucs qui montrent des choses et des trucs qui montrent pas grand chose, mais tu peux du coup J'aime beaucoup ces compositions assez épurées, assez dures des fois, assez floues des fois. Donc on va pas chercher le pixel. Bizarrement, Olivier, tu vois, la photo de lui à laquelle je pense quand je pense à lui, c'est une photo d'une yourte dans la nuit, floue. T'as la neige, t'as le noir et t'as la petite yourte au milieu. Et en fait, prise seule, elle pourrait rien vouloir dire, mais en fait, elle veut dire vachement de choses quand tu la regardes. Il y en a quelques-unes comme ça, effectivement. En particulier dans le livre que je citais tout à l'heure, dans Mongol, il y a une photo d'un chien. Je sais pas s'il a un truc avec les chiens aussi, Olivier. Il y a une photo d'un chien qui attaque là. Tout à fait. Il y a beaucoup de mouvement dans cette image. J'aime bien les photos. Quand il y a du mouvement, j'aime bien que ça se ressente dans la photo.
Voilà, quelque chose de. J'ai fait pas mal de pastels aussi dans la vie, Ouais. pas mal de dessins, et j'aime bien ce côté aussi granuleux, ce côté presque abstrait, presque on est presque dans l'abstraction. L'absence de perfection, quoi. Ouais, l'absence de perfection, ça me plaît, la spontanéité, là, c'est des choses qui me plaisent aussi. Ouais. Ça se mélange bien en tout cas avec la perfection sur un album entier. Oui, ça, on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais dans le rythme, dans un album, je trouve que c'est bien d'apporter un petit peu de ça aussi, un peu de donner un petit peu mettre un petit peu des accidents, si je peux appeler ça comme ça, quelque chose qui fasse réagir le cerveau, quoi. Qu'on s'endorme pas en tournant les pages, mais qu'à un moment on se dise tiens, pourquoi il a mis ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Tout en essayant de garder une cohérence, c'est toujours un petit peu la difficulté, mais que ça reste cohérent dans l'ensemble. Mais essayer de surprendre un petit peu le cerveau du lecteur ou au moment où il regarde. Justement, le premier grand thème que je voulais aborder avec toi, c'était l'ouverture sur le monde. On a déjà quand même pas mal commencé sur le sujet. Je te le disais tout à l'heure, c'est un petit peu la première pensée qui me vient quand je pense à toi. C'est ce mélange d'empathie et d'absence de jugement. En fait, tu es une des rares personnes que je connaisse qui arrive. On peut avoir des opinions opposées, voire très opposées, voire diamétralement opposées, mais tu écoutes quand même. Et tu discutes quand même, ce qui est loin d'être le cas de tout le monde. Tu as des gens, tu commences sur certains sujets et ça part en hurlant et non, j'ai raison et t'as tort et trucs. Et en fait, toi, tu es obligé en face de dire bah non, moi j'ai raison et toi t'as tort en fait. Parce que tu es tellement face à un mur que toi-même, tu es contraint de devenir un mur en fait quelque part. Je crois que c'est un des grands mots du monde. C'est peut-être aussi amplifié par les réseaux sociaux parce que quand tu n'es pas face aux gens, tu as moins de risques de prendre une tarte dans la gueule si tu dis quelque chose qui leur plaît pas. Mais j'ai toujours eu ce ressenti par rapport à toi je peux te parler en fait. Tu peux exprimer une opinion qui est diamétralement opposée à la mienne et malgré tout on peut discuter. Et tu vas pas me mettre un grand stop. Tu vas écouter ce que j'ai à dire. En même temps, je peux écouter du coup ce que toi, tu as à dire. Et peut-être qu'on va se retrouver au milieu, en fait. Ce qui est étonnamment difficile aujourd'hui à faire. C'est devenu très difficile. On sent que c'est un petit peu le côté obscur des réseaux, de nos téléphones, etc. C'est qu'on on a perdu l'habitude d'échanger, de discuter, de confronter nos idées, d'accepter la différence des autres. Une fois de plus, la différence des autres, elle devrait pas nous faire peur, elle devrait nous permettre de grandir nous-mêmes. Donc il y a vraiment une phase où on peut pas être d'accord avec tout le monde, ça, je veux dire, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais au moins écouter l'avis de l'autre, quoi. Je veux dire, c'est la base de notre vie en société. Ou alors sinon, faut aller habiter au fin fond de l'Ardèche, de la Creuse, voilà, s'isoler du monde. Même là, je suis pas sûr. On accepte de vivre en société. Je pense qu'il faut vraiment accepter le regard des autres. Quitte à ne pas prendre le risque de ne pas être d'accord, je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça. Alors je prends tout ce que tu as dit comme un compliment qui me touche beaucoup. Ça me touche vraiment. Peut-être que mon histoire aussi fait que je suis ouvert sur le monde, dans le sens où je ne suis pas originaire de France. Je suis arrivé avec mes parents en 82. En gros, on s'est fait virer de la Pologne à une époque où c'était un petit peu compliqué là-bas. Et il a fallu qu'on se fasse accepter dans ce nouveau pays. Donc il a fallu qu'on se fonde aussi dans cette nouvelle culture, dans cette nouvelle façon de... Alors c'est un travail qu'ont fait mes parents. Moi, j'étais vraiment trop petit à l'époque, mais je pense que ça transparaît aujourd'hui dans mon comportement et dans ma vie. Et ce que j'essayais aussi d'inculquer, ma femme et moi, tous les deux, à nos enfants. Donc c'est aussi une histoire d'éducation, je pense, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on voyage beaucoup depuis pas mal d'années, qu'on essaie de les ouvrir aussi sur le monde. Alors le problème du voyage, c'est que malheureusement aujourd'hui avec les contraintes écologiques, on essaye de faire ça au mieux et de façon plus voilà, mais on essaye de bouger un maximum, d'ouvrir les gens sur le monde, nos enfants sur le monde, leur faire comprendre qu'il y a des choses différentes qui se passent ailleurs, que c'est pas mieux ou moins bien que chez nous, que c'est juste différent, qu'il faut l'accepter. Qu'il faut juste savoir que ça existe, tout simplement. Des fois, c'est juste ça. Juste savoir que la différence existe, c'est déjà une base, je pense. C'est déjà savoir qu'il y a des gens qui pensent pas comme toi, c'est la base d'accepter que un jour quelqu'un va pas être d'accord avec toi, en fait. Mais c'est difficile. Je reviens sur les réseaux sociaux. C'est vrai que quand on a des gens qui ont des idées diamétralement opposées aux nôtres,
On en voit à chaque élection, hein, je veux dire, ça ressort de façon assez violente. À de plus en plus. Hein. Moi, le tournant de ça, c'est vraiment Sarkozy royal. Oui, ça a commencé à se diviser, je pense. Là, il y a eu une tranchée qui s'est faite au milieu. Mais c'est un combat personnel aussi, dans le sens où est-ce que ces gens, tu les vires de tes réseaux parce qu'ils pensent différemment de toi? Moi non, mais j'en connais qui m'ont viré. Et je vais te dire ce que je trouve le plus terrible dans tout ça. Il y a des gens qui m'ont viré. Mes potes qui sont très à gauche pensent que je suis en extrême droite. Mes potes qui sont très à droite pensent que je suis à l'extrême gauche. Et moi, je suis au milieu, en fait, de tout ça. Mais vraiment, je me suis fait traiter. Enfin, je suis juif, merde, je vais pas voter FN, par exemple. Tu vois, j'ai des potes qui m'ont littéralement dit, les juifs, vous avez légitimé le FN pendant la marche, truc et tout. Mais en fait, non. Et ils me parlent comme si j'allais voter. Pour je ne ferai jamais, enfin, je devrais même pas avoir à le dire en fait. C'est pas une question. Par contre, je discute avec des gens qui ont des opinions. Enfin, j'ai des potes qui sont potes avec Soral. Je le sais, on en parle et c'est mes potes quand même. J'ai pas arrêté de leur parler pour autant. Moi, je sais qu'il y a des gens, alors que je pense être une personne, quand on ne masticote pas, et j'ai ce défaut de quand quelqu'un part trop loin d'un côté à vouloir aller un peu trop loin de l'autre parce que par réaction, mais je pense être quelqu'un d'assez modéré, mais je sais qu'il y a des gens qui m'ont viré parce que pour eux je suis pas la pensée la même qu'eux, tu vois. Ça existe, ces gens-là. C'est dur, hein. Je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de voir sur son fil d'actualité, Insta ou Facebook, des choses qui nous choquent, qui nous remettent en question, voilà. Mais je pense que laisser les opinions différentes de la nôtre en dehors de notre champ de vision, c'est pas forcément une bonne manière de les appréhender, Comme si elles n'existaient pas, comprendre. Ouais, c'est ça. D'autant plus que t'as beau les virer, je veux dire, ils vont continuer à échanger sur ces sujets entre eux. Ouais. Et puis ils vont se monter encore plus le bourrichon les uns les autres. Exactement. Ouais. Il y a, je sais pas si tu connais un podcast qui s'appelle Lex Fridman. Non. C'est un Américain. Enfin, tu as quelques gros podcasts américains comme ça. Et je l'ai découvert un petit peu par hasard. Et il a reçu Kevin Spacey. Et Kevin Spacey s'est fait cancel à Hollywood très salement il y a quelques années suite à des accusations d'agression sexuelle sur un jeune acteur à l'époque. Bon, voilà. Il s'avère qu'il y a eu un procès, que évidemment ça je ne savais pas, j'ai découvert en écoutant qu'il a été totalement blanchi de ces accusations parce que les dates ne correspondaient à rien, et que donc ça, a priori ça n'a pas pu arriver, que donc voilà. Et l'ex Friedman lui dit pourquoi tout le monde t'a... Et il dit, c'est pas tout le monde. En fait, il y a quelques personnes qui ont parlé très fort pendant très longtemps et qui ont eu une caisse de résonance. Mais il dit, en fait, ces gens-là, c'est une toute petite minorité très bruyante. Et en fait, c'est un peu... les gens, je pense, qui foutent la merde aujourd'hui et qui créent beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est un tout petit groupe à droite, un tout petit groupe à gauche, et puis ils font beaucoup de bruit à droite, ils font beaucoup de bruit à gauche, et au milieu tu as plein de gens, et puis tu as un truc qui arrive d'un côté, un truc qui arrive de l'autre, et tu subis en fait ça tout le temps, tu vois, et à un moment en fait, tu te retrouves à parler à l'un et tu vas presque surréagir par rapport à ce discours. Moi, j'ai ce souvenir là. J'ai toujours été pour le mariage pour tous parce que je m'en fous en fait, c'est pas à moi de dire aux gens comment ils doivent vivre, ce qu'ils doivent faire, et puis à la limite en étant photographe de mariage, chouette, plus de boulot quoi, tu vois. Mais je veux dire, si t'as pas à te poser cette question, mais je me rappelle avoir vu un truc à la télé, un mec qui passait et qui était gay manifestement et qui manifestait pour, et qui a dit à la télé, si vous êtes contre le mariage pour tous, ben vous êtes un nazi. Ou si vous n'êtes pas pour, c'était même pas contre, c'est si vous n'êtes pas pour le mariage pour tous, vous êtes un nazi. Et à ce moment-là, je me suis dit, ce mec-là vient de rallier beaucoup de gens à la cause de l'autre côté. Tu vois, ça avait fait inverse complètement. Et je pense que ces gens-là, en fait, créent des monstres qui ne contrôlent pas et dont ils n'ont pas idée. Et des fois, il ferait mieux on ferait mieux de les faire taire peut-être, ou pas les laisser parler en tout cas. Oui, complètement, oui. Complètement. Après, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi le filtre des écrans est quand même un souci. Je pense que le fait d'avoir les gens en face de soi, déjà, ça permet voilà, ne serait-ce que d'être à portée de baffe. À portée de baffe, exactement. Écoute, ouais. Mais oui, c'est des sujets compliqués. Et je trouve que
pour en revenir un petit peu à ce qui nous amène aujourd'hui, la photographie, c'est quand même un métier qui permet de s'ouvrir aux autres et d'aller comprendre aussi leur point de vue. Parce que D'aller leur parler. D'aller leur parler, déjà, on commençait par là. Comment dire, oui, on traduit, on essaie de raconter une histoire à travers ce qu'on en a vu, et le fait ça pousse à s'intéresser aux autres, hein, tout simplement. Donc vraiment... J'ai cette impression, moi, que l'appareil photo te permet pas de t'accrocher à tes idées, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais tu sais, t'es obligé de regarder les choses vraiment. Oui. Et du coup, en fait, tu peux avoir demi-raison ou demi-tort, mais tu es obligé de constater en regardant que tu as demi-raison ou demi-tort. Et si vraiment tu veux pas le faire, il faut que tu changes de métier, quoi. Ou que ton truc va être totalement biaisé, ça va se voir, en fait. Ça me ramène à une question que je m'étais posée il y a pas mal d'années, où j'avais couvert le mariage de la fille du numéro 2 du Front National à l'époque. Ouais. J'étais tombé là-dessus complètement par hasard. C'est un mariage que j'avais récupéré par une connaissance. Et en fait, ça s'était très très bien passé. Alors que j'y allais vraiment avec des idées. C'est pas trop ma cam a priori. Ouais. On va pas forcément parler politique, mais voilà, je suis pas trop. Et en fait, ça s'était très bien passé. Et je m'étais dit, est-ce que je sais que j'ai des confrères qui n'y seraient pas allés. Ouais. Alors moi, je l'ai appris en arrivant, hein, donc. La question s'est pas posée. La question s'est pas posée. Mais j'aurais pu me fermer, j'aurais pu dire, je vais leur faire leur truc, je vais voilà. Non, mais c'est... Et j'ai fait ce mariage comme j'ai fait n'importe quel autre mariage. Tu vois les gens différemment. Je raconte toujours cette histoire, mais un jour, j'ai fait un mariage. On fait les préparatifs chez le parrain du marié. Et le parrain du marié était collectionneur d'objets nazis, quand même. Donc, tu arrives dans le salon, ça fait tout bizarre. Et le mec, c'est le type le plus gentil que j'ai vu dans ma vie. Franchement, j'ai jamais été aussi bien traité en tant que prestataire sur un mariage que par ce type-là. Donc, tu fais cette part des choses-là en te disant, ok, d'accord, il y a tout ça, mais voilà, et pareil, je peux te redire ça aussi, mais Gilles Vautier, que j'ai reçu dans le podcast, a quand même photographié la campagne de 2012 de Marine Le Pen. Donc, tu as qui partage pas du tout les idées, mais qui est dans la bagnole avec elle, du coup, parce qu'il fait le boulot, quoi. Enfin, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et il dit, en fait, entre la nana qui parle à la télé avec les idées qu'elle exprime et celle qui conduit sa bagnole en écoutant du Sardou, voilà, tu vois, c'est ça, en fait, c'est que tu es obligé de réconcilier ces deux réalités-là, qui sont pas si tranchées en vrai. C'est quand même fou, quoi. Oui. Après, le politique, il y a quand même une partie de... Comment dire Oui, tu as quand même l'impression que les gens choisissent finalement un camp en sortant des études, tu sais, sortant de l'ENA, ils vont allez, moi je vais aller par-ci, je vais aller par-là. Ils se retrouvent quand même souvent entre eux, ils partagent leurs idées aussi, même s'ils le montrent pas forcément devant les caméras, ils échangent, ils confrontent leurs idées de façon moins virulente que ce qu'on voit à la télé. Il y avait de la place à droite, il a été à droite, c'est tout. Il y avait de la place à gauche, je crois que Hollande, il a été chez Socialo parce qu'il y avait une place chez Socialo. Oui, je parle pas de Mitterrand, voilà, il y a quand même des... Mais voilà, donc c'est des gens, pour le coup, qui ont appris à échanger aussi. Et puis qui vont là où le vent souffle aussi. Ouais, aussi. On l'a vu il n'y a pas longtemps, et à droite et à gauche, qui a choisi quelqu'un en pensant que ça lui bénéficierait plus ou moins. Et ça crée plein de merde. On va revenir à la photographie quand même, parce que si on peut partir, on peut partir très très loin, et puis après, je vais avoir des commentaires sur le site. Des trucs. On était sur l'ouverture au monde, et l'ouverture au monde se voit aussi en fait par le voyage en famille et hors des sentiers battus, parce que c'est bien beau d'emmener ses enfants voir le monde. Il y a Monde et Monde. Il y a le Monde Club Med en Tunisie où il n'y a pas de découverte. En fait, il n'y a rien, tu arrives, tu as ta piscine, tu as ton buffet, tu n'as pas de risque et tu n'as pas de découverte, parce que le buffet, c'est le même que dans le Club Med d'Italie. C'est très bien aussi, mais photographiquement, je pense que c'est un peu moins intéressant. Et au niveau ouverture sur le monde aussi. Toi, tu fais des voyages dans des destinations plus exotiques, où tu vas aller chez l'habitant, où tu vas découvrir des choses, où tes enfants vont découvrir des choses, où vous allez être un peu obligé. Fatalement, si tu es chez l'habitant, tu parles avec l'habitant, quoi. Et tu vois autre chose. Et du coup, je pense que tu essaies de transmettre quelque chose à tes enfants, en fait, comme ça. C'est pas que... Enfin, tu irais certainement voyager avec ta femme s'il n'y avait pas les enfants, mais du coup, maintenant qu'il y a les enfants, l'organisation est différente et le but a
peut-être un peu varié aussi, non? Le but n'a pas varié, je pense, depuis le début. On aimait tous les deux le voyage avant d'avoir des enfants. Et depuis qu'ils sont nés, en fait, on les trimballe partout avec nous. Euh, Ça n'a jamais été un poids pour nous. Ouais. C'est-à-dire qu'on a, quand ils étaient vraiment petits, sur les premières années, on voyageait plus à leur rythme. On s'adapte. Tu t'adaptes forcément au rythme de l'enfant. T'es obligé. C'est eux qui décident. Ouais, complètement. Et puis tant mieux. D'ailleurs, ça nous a permis de ralentir aussi un peu le rythme et de peut-être plus de profiter de certains moments aussi. J'ai des souvenirs, par exemple, on était passé au Maroc avant d'avoir des enfants. On y retournait après avec ma fille. Et le contact avec les gens était complètement différent avec notre enfant. On a un souvenir extraordinaire de notre voyage avec ma fille Manon au Maroc, parce que les gens étaient beaucoup moins, surtout dans les grandes villes touristiques, où tu peux ressentir une certaine pression sur les marchés ou sur les endroits très touristiques comme ça. Avec un enfant, c'était complètement différent. C'était beaucoup plus... tout le monde était très intentionné, c'était vraiment génial. Donc on a appris aussi à voyager différemment avec les enfants, mais on allait du coup sur des expériences qui étaient encore plus fortes, j'ai trouvé. Parce que je me rappelle en particulier d'un voyage au Kyrgyzstan, qui est peut-être un de nos plus beaux voyages à ce jour, où pour le coup la population est très... Il n'y a pas encore vraiment de tourisme de masse là-bas. Ouais. Donc c'est un pays qui est encore un petit peu... qui est encore très chouette aujourd'hui, sans les mauvais côtés du tourisme, on va dire. Et on a des souvenirs extraordinaires. On s'était organisé un trek, on a fait des cols à 3400 mètres avec les deux enfants, donc c'était un peu sportif quand même. Mais à l'arrivée, on était accueillis dans des familles qui s'installent au bord d'un lac en montagne pendant la belle saison, quand le lac n'est pas gelé. Ouais. Et on a passé plusieurs jours avec eux là, à traire les juments. C'était exceptionnel. Ça donne une belle photo d'ailleurs, la traite des juments. Oui. Ouais, je vois tout à fait. Ouais, très honnêtement, c'est peut-être notre plus beau souvenir de voyage à ce jour, parce qu'on était accueillis vraiment de façon très sincère. Je veux dire, ils nous ont pas accueillis comme des touristes, ce qu'on est clairement. Je veux dire, on reste quand même des touristes qui ont dépensé notre argent dans les pays, voilà. Mais le fait qu'on soit isolé comme ça, qu'il y a eu ces 2 jours de marche avant d'y arriver, qui demandaient un certain effort, ils te déposaient pas en taxi au bord de la yourte, quoi. Ouais. Tu vois, il y a vraiment. Ils te déposaient en cheval avec tes valises, quoi. Ouais, c'est ça. On avait quand même un cheval pour nous aider, parce qu'avec les enfants, on est quand même un peu de. Voilà. Donc on avait un cheval et un guide au moins pour l'aller. On est revenu par nos propres moyens, mais on avait un guide pour y aller. Et c'était juste exceptionnel. En plus, on est tombé pendant l'Aïd, donc ils étaient musulmans. Ils sont toujours musulmans. Et ils nous ont invités, on a partagé des repas avec eux, c'était exceptionnel, quoi. Et c'est ce qu'on recherche vraiment, c'est le contact avec les gens, ce qui n'est pas toujours évident de trouver suivant les destinations. On s'est recentré un petit peu sur l'Europe ces derniers temps, depuis le Covid en fait, gros, puis on a ralenti un petit peu, on essaie de limiter un peu les voyages en avion aussi. Un petit peu plus difficile en Europe, parce que je sais pas trop pourquoi. Peut-être trop de tourisme. T'es moins dépaysé. Ouais, peut-être. Puis peut-être que les gens sont un petit peu saturés du tourisme aussi dans les pays méditerranéens. Donc ça devient peut-être un petit peu plus compliqué. Mais ouais, pour revenir à ta question, l'idée c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment de pousser nos enfants à s'ouvrir sur la différence, quoi, tout simplement. Tu disais le regard des gens change quand tu arrives avec tes enfants. Oui. Est-ce que le regard des enfants change ton regard à toi ? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît ? Tu disais les gens te regardent différemment quand tu arrives avec un enfant que quand tu n'arrives pas avec un enfant. Est-ce que toi, le fait d'amener tes enfants voir quelque chose change ton regard à toi ? Par exemple, tu dis le Maroc, tu as été au Maroc une première fois et puis tu es retourné avec ta fille. Est-ce que le regard de ta fille, qui était peut-être un peu jeune à l'époque pour avoir un regard à exprimer, mais est-ce que tu te dis je vais lui faire voir ce truc-là, et en fait tu le redécouvres, tu le revis comme on revit tous avec nos enfants plein de choses en fait? Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de... On est peut-être plus sur le... On recherche vraiment le... Alors, on a des vies qui sont des plannings qui sont bien remplis. On a besoin de périodes dans l'année où on se coupe un petit peu de tout ça. Et le voyage est un petit peu une excuse pour se couper justement et se recentrer sur notre vie de famille, en fait, sur nous 4. C'est vraiment... voilà. Et plus qu'aller chercher la photo de reportage, la photo de voyage de famille, je veux dire, on n'alimente pas non plus un fil Instagram, on n'est pas des influenceurs de voyage non plus, je veux dire, l'idée, elle n'est pas là. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher une expérience qui nous unit, qui nous permet de vivre des choses tous les 4,
À la fin, je veux dire, c'est ce qui reste. Hein. C'est ce qui va rester. On construit tout simplement notre vie, notre histoire familiale autour de ces expériences-là. Quoi. Ça fait des beaux souvenirs pour les enfants. Ouais, exactement. Et en termes de rencontres, j'ai une photo, en fait, je pense, qui résume pour moi cette manière de voyager. C'est ta fille avec un petit bébé local. Oui, j'ai exactement celle-ci en tête. C'est probablement la plus belle du voyage pour moi. C'est peut-être la photo préférée de toute ma vie que j'ai jamais pris. Ouais, mais elle est belle en fait parce que tu vois cette espèce de connexion entre deux enfants qui parlent probablement même pas la même langue en fait, qui peuvent même pas communiquer autrement qu'en se faisant des sourires. Exactement. Et elle veut tout dire en fait, cette photo. Exactement. C'était un moment, justement, c'était après ce fameux trek de 2 jours et on était au bord du lac avec cette famille kirghize. La barrière de la langue, oui, mais la petite fille ne parlait pas encore. Donc, c'était un demi-problème. Mais effectivement, on voit dans cette image que j'ai en tête, effectivement, la connexion entre les deux, quoi, tout simplement. Juste un regard, un sourire, avec ma femme et mon fils qui jouent en arrière-plan au ballon avec le reste de la famille. Les yourtes aussi au fond. Donc il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Pour moi, c'est vraiment la définition du voyage tel qu'on l'imagine, tel qu'on le voit, tel qu'on le rêve. On n'y arrive pas toujours, c'est pas toujours évident, mais c'est ce qu'on recherche en tout cas. Mais c'est la rencontre qui aurait jamais dû avoir lieu et qui a lieu et que tu peux immortaliser, quoi. Exactement. C'est la beauté du voyage, c'est la surprise aussi. Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment c'est le plus important. Ça tombe bien qu'on ait parlé de cette photo-là parce qu'on parlait de raconter les histoires. Il y a un truc qui est marquant dans toutes les images que tu présentes, c'est que chacune de tes photos est une petite histoire. C'est suffisamment rare pour être noté. Je suis photographe moi aussi. Je travaille sur certains événements. Je sais ce que c'est que de rendre des photos filler, du remplissage dans un album, parce qu'il faut documenter quelque chose, mais t'as pas toujours le temps, l'énergie, la volonté, où tu as besoin de t'économiser un petit peu pour la suite, parce qu'une journée de reportage, ça peut être 12 à 18 heures, et que tu sais que si tu commences comme ça, dans les 2 premières heures, tu vas te tuer sur le reste de la journée. Donc, des fois, tu fais pas cet effort pour rapporter un petit détail de la meilleure des manières. Toi, tu n'as pas ça. Je trouve que chaque image que tu partages a un sens, enfin, a sa place. Et on peut pas dire, bon, il a mis ça là pour dire que voilà, il a fait une photo de l'horizon pour montrer, mais voilà, il s'est mis devant, il a fait clac et puis il est passé à autre chose. En fait, tu as quand même pris le temps de la faire proprement. Donc ça illustre pour moi 2 choses, c'est qu'on peut ne rendre que de bonnes photos sans faire de remplissage, et que a priori tu fais un tri extrêmement poussé pour en arriver là, parce que j'imagine quand même, j'aimerais qu'on tue ce mythe tu peux faire que des bonnes photos, parce que souvent tu vois les rouleaux de 36 poses où il n'y a que des bonnes photos dedans, des photographes de l'ère Magnum, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Par contre, j'ai quand même commencé la photo avec des pellicules de 36 poses. Hein. Ouais. Donc je pense qu'il y a aussi une histoire de... j'ai quand même grandi là-dedans. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on débarque dans la photo avec des cartes mémoire qui n'ont aucune limite, hein, aujourd'hui, hein, clairement, hein, t'as 0 limite, t'as des rafales à 20 images secondes. Ouais. Voilà. Donc effectivement, peut-être que tu te poses moins de questions ou pas, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein, des fois, hein, c'est bien aussi d'aller à l'instinct et d'aller au spontané. Moi, c'est vrai que c'est peut-être une déformation d'origine, on va dire, mais c'est vrai que j'ai commencé avec des pellicules, j'ai commencé à l'argentique, hein, pour la photo de famille, enfin voilà, pas de la grande photo, mais en tout cas j'ai commencé avec ça. Après, alors, est-ce que ta question est plus sur les voyages, justement, on est toujours sur ce sujet-là, on est sur la construction, l'histoire. J'ai essentiellement basé sur ton site perso, donc c'est davantage sur les voyages. Okay. Mais c'est plus d'une manière générale, parce que je pense que tu n'es pas différent en boulot en privé. Ouais. Après, tu sais comme moi qu'il y a ce qu'on montre et ce qu'on montre pas. Justement, c'est pour ça que je te pose la question aussi. Tout à fait. Donc moi, clairement sur un mariage, c'est entre 5 et 6 000 images, hein, qui sont produites à chaque fois, et pour en rendre au final aux alentours de 500. Donc il y a quand même un gros tri qui est fait. Et sur un voyage, j'essaye le rythme un peu différent, dans le sens où j'ai du mal à profiter du voyage en même temps que je fais des images. Donc je me limite un petit peu par la force des choses. Ouais, je me limite un peu pour vraiment profiter de ce que je vois.
parce qu'on voit quand même pas les choses de la même manière quand tu es concentré. Voilà. L'autre sujet, c'est que quand on est en voyage en famille, il y a quand même 3 autres personnes en dehors de moi qui veulent profiter aussi du moment. Et c'est pas forcément compatible avec le rythme d'un photographe. Moi, si je veux vraiment faire un travail sympa sur n'importe quoi, sur une rue en Inde, enfin un truc un peu plus poussé, on va dire, limite c'est plusieurs jours de travail au même endroit, quoi. Voilà. Et là, clairement, en famille, tu passes dans la rue, ça dure 10 minutes et puis tu passes à autre chose, quoi. Et 10 minutes, c'est déjà beaucoup avec la famille. C'est déjà beaucoup. Après, j'ai de la chance d'avoir quand même... les 3 sont très compréhensifs, sont très patients. Et après, ils m'ont toujours vu aussi avec un appareil photo autour du cou. Donc, je pense qu'ils ont aussi appris à prendre leur mal en patience. Et voilà, mais ils me mettent vraiment pas la pression sur ce niveau-là. Donc, c'est ce que j'allais dire, ils sont cool parce que des fois, tu prends beaucoup de recul pour les avoir... par exemple sur une falaise en train de marcher, sur le ciel, en ombre, en silhouette. Et enfin, je veux dire, ça, c'est pas un truc improvisé, ça prend du temps, il faut que tu t'éloignes. On parle de prendre 20, 30, 40 mètres de distance. Donc quand même, aller, venir, ils savent qu'ils doivent marcher à un certain endroit pour que ça fonctionne. Il faut qu'ils soient très tolérants quand même. Oui, ils sont tolérants. Après des moments comme ça, on prend le temps qu'il faut. Je veux dire, mais ça reste rare en fait. Ça reste assez rare. On fait pas ça toutes les 5 minutes. Il y a des moments, ils ont bien compris que la lumière est incroyable, que le site est fou, qu'on est en train de passer un bon moment, que ça vaut le coup d'en faire une belle image. Donc ils me laissent faire, quoi. Clairement, on est sur un site, j'ai effectivement une silhouette en tête avec une falaise en Turquie, en Cappadoce, et effectivement la lumière était incroyable. Eux, ils ont joué pendant... alors je les laisse faire, c'est pas du tout mis en scène. Mise en scène, très peu, très rarement. Donc je les laisse vraiment jouer, je leur dis à peu près où ça serait bien qu'ils jouent. Ils savent maintenant que c'est bien qu'ils s'écartent un peu pour ce genre de photo, que je puisse bien avoir toutes les silhouettes bien découpées sur le fond, etc. Donc là, ils ont aussi leurs réflexes, ils ont compris quand même des trucs. Donc ça commence à... Donc ça me facilite un peu la tâche. Et puis après, moi, je fais mon truc de mon côté, ça dure une demi-heure, et puis on passe à autre chose, quoi. Ce genre d'image me fait toujours penser aux Touman, qui vont ils ont une photo à la plage où tu as Lani et les 2 enfants qui courent au fond, et il y a des joueurs de foot dessus, et en fait dans la formation elle montre cette image et elle explique, elle dit là c'est quand même confortable d'avoir Lani qui comprend ce que je fais et qui fait courir les enfants en les espaçant un peu et qui les fait aller et venir 3-4 fois et en fait tu te rends compte que dans ta construction mentale à toi qui a compris ce que le photographe en face veut faire, tu lui facilites la vie en fait. Bien sûr. J'ai pensé à cette photo-là en voyant la tienne justement. Alors eux, comment dire, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont tous les deux l'œil et le regard affûté, voilà. Mais pour le coup, ma femme comprend très bien aussi. Elle est très critique sur mes images aussi, et je lui montre régulièrement et elle se gêne pas pour me dire si ça lui plaît pas. Donc ça, c'est vraiment vraiment top. Mais effectivement, elle commence à... ils ont bien compris comment ça se passait, et ça se fait de façon naturelle, sans jamais les forcer. Je veux dire, il faut que ça reste des bons moments. Je veux dire, si c'est que le photographe qui prend son pied parce qu'une lumière incroyable, ça n'a plus de sens. C'est sûr que si tu gâches les vacances de tout le monde parce qu'il faut faire des photos et des trucs... Il faut que ça... Alors ça rejoint un petit peu ta question aussi, il faut que ça ait du sens, quoi. Je veux dire, si c'est juste poser 3 silhouettes sur la falaise, ça n'a aucun intérêt. Si je prends cette photo à ce moment-là, c'est aussi parce qu'on passe un bon moment et que je veux garder une trace de cet instant-là, quoi. Qui fait partie de la grande histoire, qui est justement ma question suivante. C'est que chaque petite histoire participe à raconter la grande histoire. Et c'est assez marrant en fait, parce que je pense qu'en fait tu as une espèce de réflexion de ne pas faire un geste inutile qui va ralentir tout le monde et d'être complet malgré tout. C'est ce juste milieu à trouver. Tu vas travailler ta scène, mais pas pendant 10 heures, parce que voilà, donc en fait tu dois être efficace du premier coup. Oui, je suis très mobile en fait dans ma façon de travailler. Parce que tu parles de grande histoire, alors je sais pas dans quelle limite en fait, tu donnes à la grande histoire. Non, mais t'as la grande histoire du voyage qui est composée de plein de petites histoires, qui est chaque photo en fait, parce que les photos se suffisent elles-mêmes, mais quand tu les mets bout à bout, tu te rends compte qu'il y a un vrai trajet, une vraie histoire, une vraie logique et un vrai déroulement en fait. Ouais. C'est des choses que j'anticipe très peu en fait. C'est des choses que je travaille vraiment chaque scène de façon séparée, chaque moment de façon séparée.
Et après, c'est une fois rentré à la maison que j'essaye de remettre une cohérence dans l'ensemble. Même chose sur les mariages, même chose en corporate. Enfin voilà, Donc t'as pas la réflexion de construire ton image. Pourtant, tu fais de la vidéo. Souvent, on Alors, en prémonte. vidéo, c'est vraiment une autre façon de voir les choses. En vidéo, je construis beaucoup plus en avance. Ouais. Là, je fais pratiquement des storyboards. Enfin, j'ai vraiment mes plans en tête. Je sais où je vais placer ma lumière. Même sans storyboard, je veux dire, moi, quand je fais de la vidéo, c'est ce que je ne fais pas. D'ailleurs, j'ai pas ce réflexe en photo. Mais quand je fais de la vidéo, j'essaie de filmer des trucs prémontés. C'est un réflexe que j'ai de l'époque où c'était des caméras à cassette, où en fait, si tu faisais ton montage directement sur la cassette, tu avais quand même vachement moins de boulot derrière à refaire ton truc, surtout à l'époque où c'était des cassettes vidéo, où c'était quand même une tannée d'enregistrer. On parle des années 80-90. Moi, le premier montage vidéo que j'ai fait, j'ai 48 ans. Okay. Le premier montage que j'ai fait, j'avais donc un magnétoscope qui enregistrait, la caméra qui lisait, et j'avais un petit appareil entre les deux qui me permettait de remonter image par image et tout, comme tu vois dans les vieux films, tu vois, c'est le premier montage vidéo que j'ai fait. Donc moi, la vidéo, ça a toujours été ça. Le premier conseil que j'ai reçu, c'est monte au moment où tu filmes. Oui. De toute façon, après, l'idée aussi, c'est de... moi, travailler derrière l'ordi, ça me gonfle assez rapidement, en fait. Ouais. Donc, effectivement, plus tu prépares en amont, plus tu gagnes du temps derrière, et plus tu peux aller à nouveau sur le terrain, et voilà. Donc voilà. Mais c'est vrai que... pour revenir à ta question, la façon de travailler pour moi en photo et en vidéo, je suis vraiment pas sur la même approche. Je peux être beaucoup plus mobile, plus rapide, plus efficace finalement en photo. En vidéo, il y a quand même une barrière sur la technique, clairement. Alors aujourd'hui, je sais qu'on peut faire des trucs incroyables avec un iPhone. Pas plus tard la semaine dernière, j'ai fait des interviews avec l'iPhone 15 Pro. Je veux dire, c'est incroyable, quoi. À condition d'avoir une belle lumière, j'avais de l'éclairage et tout, donc. Mais ça permet de faire des trucs de fou. Mais malgré tout, il y a quand même une barrière technique qui empêche, je trouve, d'être très réactif, très spontané finalement. C'est la spontanéité qui me plaît dans la photo. Donc sur le coup, tu n'as pas vraiment de réflexion sur la manière dont tu vas construire tout ça après. C'est vraiment après que tu as un tri devant l'ordi, devant l'écran. Ouais. Après, au moment où tu fais les photos, tu les sens, les bonnes photos. Donc ça se construit quand même tout seul au fur et à mesure. Tu sais ce que tu as dans ta carte. Ouais. D'accord. Ouais. Oui, la bonne photo, tu la vois arriver. Tu sais que tu l'as, voilà. Alors, du coup, c'est quoi les ingrédients pour raconter une bonne histoire ? Une bonne histoire, faut qu'elle déclenche des émotions différentes, variées. Elle ne t'endort pas, c'est-à-dire qu'elle te garde attentif. C'est pas monotone. C'est pas monotone. C'est une discussion qu'on avait eue tous les deux sur la lecture de portfolio, justement. C'est le fait alors, apporter des détails. On va mixer avec la question suivante, du coup, parce que c'était la question suivante, c'était les détails. C'était justement pendant la lecture de portfolio le truc qui manquait. Donc voilà, la question va devenir comment on raconte une bonne histoire et qu'est-ce que le détail apporte à l'histoire. Il y a pas mal de photographes qui sont un peu saoulés par les détails. Ils se concentrent, à juste titre peut-être, ils se concentrent sur l'humain, sur ce qui se passe devant leurs yeux. Donc voilà. Mais je trouve que pour qu'une histoire soit facile à regarder, à comprendre, je trouve que si tu bombardes le cerveau d'informations et d'émotions fortes, au moment où ton cerveau il sature tout simplement. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des temps plus calmes. Donc dans une série d'images, je trouve ça très bien d'insérer des photos de détails. Alors je sais pas si on parle d'une photo de 20 images, c'est peut-être une ou deux, tu vois. Mais juste ça permet de faire une pause un petit peu dans ton storytelling, enfin dans ta façon de présenter ton histoire. Et ça permet de comprendre aussi le contexte. C'est aussi bien de voir dans quel univers tu es en train d'évoluer, en même temps que tu prends les gens, qu'est-ce qui se passe autour d'eux, ça permet aussi et certains détails qui ont une importance particulière pour des gens. Ça peut être vrai en mariage, ça peut être vrai aussi en corpo, sur des reportages en entreprise. C'est pas que comment dire. Une histoire, c'est bien au-delà. C'est bien au-delà de uniquement la personne sur laquelle on se concentre, c'est tout ce qui est autour d'elle aussi. C'est vraiment l'environnement, essayer de retranscrire l'environnement dans lequel elle évolue. Et voilà, donc il y a vraiment ces aspects-là. Mais alors après, c'est un petit peu comme dans le cinéma. Je veux dire, tu as des moments, t'as le climax, tu as des moments plus avec différentes intensités, avec différentes émotions. Et ça, je pense qu'il faut qu'on s'inspire aussi du cinéma dans la construction de nos images. De nos histoires, c'est vraiment rythmer l'ensemble pour pas être
pour pas zapper à la troisième Ouais, image, pas quoi, tu vois. rester monocorde Ouais, et puis que ouais, en c'est fait, ça. ah bah il pleure, ah bah il pleure, ah bah il pleure, ah bah il Exactement. pleure. J'en ai marre, ils pleurent tous. Des fois, ça fait mal hein, quand tu te limites en nombre d'images et qu'il faut virer des images qui te semblent très fortes parce qu'il y a une émotion qui est forte, parce que voilà, c'est un peu difficile de les virer de ta série, de les remplacer par un détail ou par une vue de l'environnement ou par du contexte. Mais je trouve ça super important de proposer un mix finalement, enfin vraiment un mélange de différents points de vue, de différentes focales aussi, de pas se limiter. Alors c'est un super exercice de travailler avec une seule focale Ouais. par exemple, ça permet d'être plus mobile, d'être parfois plus créatif aussi. Mais ça donne un seul point de vue finalement, ça peut être aussi un peu chiant tout simplement à regarder, donc je trouve ça bien de varier aussi, de passer du grand angle au Sachant, télé. tu vois, à Rise Up, le dernier, justement, j'ai discuté avec Eric Bouvet, qui m'a fait changer une approche, c'est-à-dire que tes focales n'ont pas besoin d'être très différentes. Tu n'es pas obligé d'avoir un 16 d'un côté et un 85 de l'autre. Moi, il m'a fait passer au 35 et 50. Bah, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, tu C'est fais un 35-50, 35-85, tu vois, c'est des choses qui c'est fonctionnent bien. Ça suffit pour animer un peu ta série. ouais. Bah, ça te suffit, des fois, tu as juste besoin de nettoyer un peu derrière. Ouais, Où tu as ouais, un complètement. portrait un peu plus à faire et le 50 suffit largement pour faire la plupart des trucs qui rendraient pas aussi bien au 35 Ouais. justement. Et c'est Même si techniquement il n'y a aucun problème à faire un mariage du début à la fin au 35 mm par exemple, hein, j'ai déjà fait, enfin, ça se fait sans problème, mais je trouve que pour apporter de l'intérêt, de la vie un peu dans ta série, je trouve ça bien de varier un petit peu les focales. ouais. C'est toujours un grand débat, hein, quelle focale tu utilises. Je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent 24-85 par exemple. Enfin, je trouve que, alors déjà il faut que ça corresponde à ton œil, à ton regard, donc il y a déjà un choix très personnel C'est là-dessus. très personnel justement ce que j'allais Très dire. personnel, ouais. Mais après, je pense qu'il faut aussi, tu sais, il y a aussi un truc sur, bon, on est tous un peu des geeks hein, en photo, on a quand même bien le matériel, on aime bien les optiques, les machins. Enfin, les ouvertures très chères avec des très grandes ouvertures, c'est bien, mais voilà, faut pas. Mais des fois c'est mieux d'être invisible. C'est mieux d'être invisible. Il n'y a pas de honte à travailler avec un zoom, avec 24-70 par exemple. Je veux dire, il y a toute une période où je voulais absolument pas travailler au zoom parce que je me sentais plus créatif avec juste un 35 et un 85. Je pense qu'il faut vraiment pas se mettre de limite à ce niveau-là. 24-70 c'est très bien, voilà, ça permet de faire du contexte, ça permet de faire du portrait, ça permet de faire du détail, voilà, et de varier, de mettre de la vie dans ta série, c'est surtout ça. Moi, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord là-dessus et de ne pas se laisser embarquer dans les trucs de matos à gogo. J'ai eu, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai changé tout mon matériel et j'ai viré toutes les optiques 1.4 pour prendre des f2. Je suis en Fuji et les f2 Fuji sont minuscules. Et en fait, le stop de lumière ne me manque pas. Mais par contre, le poids du matériel, la discrétion, c'est une autre planète. Et ça valait vraiment le coup. Et j'ai vraiment gagné au change. Et du coup, maintenant, j'ai un sac. Ça rentre dedans, ça vient avec moi. Ça rentre pas dedans, je l'achète pas. Et c'est une bonne manière aussi de juger. Après, il faut assez rapidement, je pense que dans l'évolution de sa carrière, voilà, faut vraiment comprendre ce qui correspond à son regard et à son voilà, et essayer de vite oublier ça, quoi. Parce que voilà. Une fois que ton matériel est dans ta main, faut que tu aies plus d'hésitation sur comment il fonctionne. Ouais, complètement. Et ça veut dire qu'il faut l'avoir pendant longtemps. Et puis ça, je veux dire, on n'a pas des cerveaux qui sont forcément multitâches. Si tu es concentré sur ce qui se passe au niveau de ton boîtier, tu perds un petit peu le contact avec ton environnement. Et donc il faut vite oublier tout ça et être vraiment focus sur le moment, quoi. D'où l'intérêt de ne pas changer tout le temps. Oui. On a parlé de raconter des histoires. J'aimerais qu'on parle de trouver des histoires. Ce qui est probablement le plus difficile. Ça veut dire c'est très facile de prendre un appareil photo, de le mettre autour de son cou et de dire voilà, je suis photographe. Je vais aller raconter des histoires et puis après, qu'est-ce qu'on va raconter? Toi, tu trouves des histoires, tu les trouves pas n'importe où, tu les trouves au bout du monde. Donc, c'est les histoires certainement à la fois les plus difficiles et peut-être les plus faciles à trouver finalement parce qu'au bout du monde, t'es pas dans ton monde à toi et tu as des choses qui te sautent aux yeux certainement plus facilement. Je pense, quand je te dis ça, je pense au mur... tu l'appelles le Trump Wall dans ton reportage. Je ne sais pas si la presse l'appelait comme ça là-bas. Comme ça dans la presse à l'époque. Donc, pour redonner du contexte, c'était un stade de cricket qui est inauguré en Inde avec Trump qui vient pour l'inauguration. Et sur le chemin, il y a un bidonville. Et puis, les autorités locales décident de construire un mur pour qu'on ne voit pas le bidonville sur le passage. Et toi, tu vas photographier ça. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment
t'es venu ce reportage? Est-ce que tu étais sur place et ça t'est tombé dessus? Est-ce que tu étais loin et tu t'es dit, tiens, je vais y aller, je vais parler de ça? Comment ça se construit, ça? Euh, donc déjà pour donner un peu de contexte, avec William, on part régulièrement. Alors lui, il part très régulièrement en Inde pour travailler sur des gros mariages sur place. Je l'accompagne depuis quelques années. J'y vais parfois tout seul aussi également. Et en général, quand on y va, on essaye de rentabiliser un peu le billet d'avion, c'est-à-dire de faire un petit peu autre chose que les mariages sur place. D'autant plus que le fait de faire des mariages, c'est en général des gens relativement aisés, voire très, très aisés. Un des derniers mariages qu'on ait fait, il y avait pas loin de 10 000 invités le dernier jour. Enfin, c'était un truc assez incroyable, enfin, avec des décors pharaoniques, enfin, c'était fou. Mais ça nous donne une vision assez biaisée, assez limitée finalement de ce qu'est l'Inde. C'est un pays qui est énorme avec des choses qui sont très étonnantes pour nous occidentaux. Et le fait de n'y aller que pour les mariages, ça nous coupe vraiment. Enfin, on voit vraiment l'Inde que par un petit prisme, en fait, par un prisme très, très étroit. Tu vois une caste très aisée et tu passes à côté de toutes les autres, quoi. C'est ça. Et on comprend pas finalement le fonctionnement du pays, les traditions, etc. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on y va, on essaye d'aller chercher des sujets. Alors ça peut être, on y va aussi pour la formation, donc ça peut nous arriver d'emmener des photographes français pour former les gens aux techniques de storytelling et de reportage sur place, sur du mariage ou pas forcément d'ailleurs. Et on essaye aussi de couvrir des sujets d'actualité, des sujets donc de tout simplement aller se promener dans la rue et essayer de chercher une histoire. Là, pour le coup, l'histoire du mur de Trump, effectivement, on y était pour des mariages et pour de la formation. On avait quelques jours à combler sur place et on a regardé un petit peu dans la presse ce qui se passait dans la région. Et en fait, c'est un travail de recherche, tout simplement, dans la presse locale pour voir un peu ce qui peut se passer d'intéressant. Et puis de la marche, quoi. Tu balades un peu dans la rue, tu cherches un peu, tu essaies de sentir là où il peut se passer quelque chose, où il peut y avoir discuter dans la mesure du possible, discuter avec les gens pour essayer de comprendre un peu. Et là, c'est clairement un coup de chance aussi. Je veux dire, un événement comme ça, Trump qui débarque à Ahmedabad en Inde pour une inauguration, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Ouais. Donc là, c'est aussi un coup de chance. Et du coup, j'ai passé 3 jours sur le truc, donc sur le site. Et c'était dingue. Alors, une barrière de la langue qui est compliquée, parce que là, on était sur un bidonville où les gens parlent pas anglais, clairement. Donc, mais il se trouve qu'il y avait une personne qui était là, qui représentait un petit peu, qui fait un peu le tour de l'Inde pour essayer de représenter un peu les gens qui sont dans des situations un peu compliquées, justement, comme ça. Essayer de les soutenir dans leur combat. Et elle, pour le coup, elle était vraiment bilingue, elle parlait parfaitement anglais. Donc on a pu échanger un petit peu et ça m'a permis de comprendre et de rencontrer et de rentrer en contact avec les gens sur place aussi plus facilement. Donc voilà, et après tu peux avoir ça peut donner des bonnes choses ou pas, donc il y a aussi une histoire de chance. Je parlais de l'aquarelle tout à l'heure avec les pigments qui se diffusent dans l'eau, on en revient toujours un petit peu à la même chose. Il y a cet aspect cette histoire de hasard et de faire confiance à sa bonne étoile ou pas. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ce que j'allais dire, comme il y a des photos que tu montres pas, il y a des histoires que tu montres pas parce que elles ont pas marché en fait. Ça n'a pas marché, ça te paraissait intéressant, finalement t'arrives pas à en sortir quelque chose qui va marquer, quelque chose de... tout simplement, ça fonctionne pas, quoi. Ou t'as pas l'image qui... l'histoire est belle, mais les images sont pas folles aussi. Enfin, donc le secret, c'est quand même d'y aller, et puis ça marche pas, quoi. Faut y aller, tu les fais, et puis après, tu vois ce que ça donne. Mais après, faut y aller. Il y a un gros travail qui se fait en amont quand même. Avant de sortir l'appareil photo, il faut quand même avoir la confiance des gens. Donc, c'est-à-dire essayer de faire preuve d'empathie, de respect, de comprendre la situation dans laquelle ils sont. Et après seulement tu sors l'appareil et tu commences à shooter dans ce cas-là. Et si tu travailles dans ce sens-là, généralement tu es bien accueilli et si les gens savent pourquoi tu es venu, en général ça se passe bien, quoi. Il y a pas c'est rare qu'il y ait des refus. On en revient à la rencontre en fait. Ouais. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Il faut parler aux gens. On arrive à la conclusion de l'épisode. Si je te demande quel est le pire moment de ta carrière? Le pire moment de ma carrière, c'était il n'y a pas si longtemps. En Inde, justement, j'avais fait on s'était partagé la formation à deux avec William. Moi, j'avais une partie sur le storytelling.
Et j'étais tombé sur un article qui était exceptionnel pour illustrer mon sujet, qui s'appelait Significant Object. Je ne sais pas si ça te parle. C'est une personne qui a fait une expérience en fait, qui a acheté tout un tas d'objets complètement inutiles ou désuets ou poussiéreux sur eBay. Donc il s'en est mis pour $100 de. Alors ça peut être des décapsuleurs, ça peut être des vieilles chaussures en forme de bougie, voilà. Et en fait, sur chaque objet, il a inventé une histoire. Et il a multiplié la mise, donc il a fait plus 2900% de bénéfices sur, juste parce que à côté de chaque objet, donc la même photo que la photo d'origine, il a juste rajouté une histoire. Ouais. Tout ça pour dire que le fait de raconter une histoire, les gens s'identifient en fait à cette histoire et ils sont plus à même à lâcher de l'argent pour acheter l'objet, quoi. Donc il y a vraiment la force du storytelling en fait était illustrée par cette histoire-là. Ça peut se traduire aussi par les sites internet de photographes. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et justement, parmi tous ces objets, il y avait un petit lapin doré qui figurait là-dedans, qui était un petit peu l'emblème finalement c'est un scientifique qui avait mené cette étude, et c'était un petit peu l'emblème de l'objet un peu phare de sa démonstration. Et ce petit lapin, je l'ai récupéré pour cette histoire, en fait, j'ai récupéré pour mon logo, le logo de ma société qui s'appelle Narasia. Ouais. Et il se trouve que j'ai eu une cliente avec qui j'ai partagé un tableau Notion, parce que je travaille beaucoup avec Notion, c'est mon deuxième cerveau. Et j'ai en fait une partie qui est réservée à mes clients, dans lesquelles je remets un petit peu les grandes étapes de notre collaboration, les grandes dates qui vont venir, ce qu'on a décidé de faire ensemble, pourquoi, etc. Et tout en bas, il y a une petite zone en fait où j'explique qu'est-ce que c'est le storytelling, pourquoi c'est important de s'intéresser à l'humain, tout ça. Et justement, il y a un petit laïus sur cette histoire de Significant Object et sur ce lapin doré. En fait, ce que j'avais pas vu, c'est que ce lapin doré, l'histoire au début est assez sympa, l'histoire qui a été créée est assez sympa, mais sur les dernières lignes, en fait, ça part sur une histoire assez sordide, en fait, d'un curé qui abusait un peu des enfants, voilà. Donc l'histoire tourne vraiment très très mal à la fin, et je m'en étais pas rendu compte parce que j'étais pas allé au bout de l'histoire. Les premières lignes étaient très très sympas, mais pas la suite. Et en fait, elle m'a fait un retour le jour même, donc cette cliente, en me disant que c'est peut-être pas la meilleure façon d'illustrer mon travail que de parler d'abus sexuels sur des enfants par des prêtres. Et notre collaboration s'est terminée là-dessus. Aïe. Donc, ça a mis un petit froid, si tu veux. Un bon storytelling te fait vendre, un mauvais storytelling. Exactement. Et j'ai quand même gardé le lapin, parce que ça me rappelle tous les jours que les mots sont importants, que la vérification est super importante, qu'on raconte l'histoire de nos clients et qu'il faut vraiment faire attention aux mots qu'on utilise, comment on les utilise, et que voilà. Donc je le garde en mémoire. C'est un souvenir assez douloureux parce que je l'ai très mal vécu, mais ça m'a permis de tout simplement de me recentrer sur ce qui est important et de me remettre des nouvelles règles en fait sur les échanges qui ont suivi. Et voilà, donc c'était un moment assez difficile. Une vraie bonne leçon par contre. Une très belle leçon. D'ailleurs, on a échangé par la suite et j'ai dédramatisé l'histoire avec cette personne et voilà. Mais ça s'est rangé. Voilà. Ok, c'est intéressant de voir que tu vois, un truc qui a l'air mignon en surface, dès que tu creuses un peu, peut t'exploser à la gueule. Il faut faire gaffe, à ce qu'on dit, à ce qu'on montre. Tout à fait. Ok. C'est quoi le meilleur moment de ta carrière ? J'ai beaucoup de chance parce que j'ai quand même vécu beaucoup de choses extraordinaires grâce à la photo, à la vidéo. Et donc je me sens vraiment très chanceux et très enrichi de toutes ces expériences. Il y a quand même une chose qui est peut-être finalement au démarrage de tout ça. C'est en 2007, j'étais sur un forum qui s'appelait EOS Numérique à l'époque. Donc j'étais pas encore pro à l'époque, j'étais juste amateur. Voilà, j'ai toujours aimé la photo. Et on échangeait pas mal. Il se trouve que j'ai une petite sœur qui a le syndrome de Rett, qui est une maladie dégénérative elle a un handicap qui est assez lourd. Elle était diagnostiquée donc en 2007, je crois, vraiment à cette période-là, et j'avais lancé en fait une idée sur ce forum qui était de participer au Téléthon en 2007.
Et avec l'aide de 3 autres personnes, donc je vais les citer quand même. Il y avait Paola Chamorro, Pascal Solignac et Philippe Baron, que je remercie encore aujourd'hui. On a monté un projet qui était assez exceptionnel alors qu'on n'était rien du tout à l'époque. On n'avait aucune, on n'était pas ni connus ni rien. On était juste des amateurs avertis de photographie. Et en fait, on a rassemblé pas loin de 200 photographes pendant 48 heures à l'occasion du Téléthon 2007. Donc on avait un chapiteau de 400 mètres carrés au pied de la Tour Eiffel. Il y avait 200 photographes qui ont sillonné la ville pendant toute la durée du Téléthon. Et l'idée, c'était d'échanger une photo contre 1 euro. Et en fait, on faisait des portraits des gens dans les rues de Paris. Et toutes ces photos alimentaient une espèce d'énorme fresque qui représentait le visage de ma petite sœur. Et l'équipe en Isère, là, près de chez moi, faisait la même chose en fait. Donc ils faisaient la même chose à leur échelle. Et toutes les photos du village et de Paris venaient compléter cette fresque au fur et à mesure. Et l'idée, c'était d'arriver donc au portrait complet à la fin du Téléthon. Et donc on a récolté pas moins de... Ouais, je crois qu'on était aux alentours de 8 000 € à l'époque. Donc c'était pas et surtout avec on avait les chapiteaux de 400 mètres carrés au pied de la Tour Eiffel. On avait plusieurs studios photos à l'intérieur aussi. On avait des machines qui faisaient des tirages sur place. Il y avait 3 ou 4 tonnes de matériel en tout. Il y avait Make Up Forever qui faisait les maquillages. Enfin, c'était un truc, c'était gigantesque. Juste nous 4, quoi. Je veux dire, on était juste avec notre énergie, notre bonne volonté, Puis on a réussi à emmener pas mal de gens aussi qui nous ont beaucoup aidés, beaucoup soutenus là-dedans. Donc c'était assez fondateur, je pense, et c'est là que je me suis rendu compte que de la force de la photo, en fait. C'est juste un outil, mais ça permet de rassembler les gens autour d'une idée, autour d'un projet, autour d'une envie. Et c'était assez fondateur pour toute la suite. Je crois que la photo, comme souvent, c'est les outils les plus négligés qui donnent les meilleurs résultats, en fait. On est certainement... les photographes aujourd'hui, les photoreporters, tu vois dans quelles conditions ils travaillent, le peu de récompenses qu'ils ont, le peu de reconnaissance qu'ils ont par rapport à des mecs qui font de la merde sur YouTube. Et c'est pareil pour les formats audio, par rapport aux formats vidéo, des trucs comme ça. En fait, c'est les formats les moins reconnus et c'est les formats les moins vendus et les moins vendables. Et au final, c'est ceux qui t'apportent le plus, non ? Alors, ouais, le travail de photojournaliste, si tu abordes le sujet, pour moi, c'est vraiment ce qui m'inspire le plus, ce dont je suis le plus admiratif, parce qu'il y a une... si t'as pas la vocation, c'est une mission, c'est pas... C'est une mission, c'est vraiment, je veux dire, quand tu vois les conditions dans lesquelles ils vivent, pour les difficultés qu'ils ont à en vivre, même pour des grands noms qu'on a entre autres reçus sur Rise Up, tu vois les difficultés qu'ils ont à enclencher le projet suivant, par faute de moyens, alors qu'ils participent à la mémoire de notre société, je veux dire. Ou des fois, il y a juste un mec qui t'aime pas et qui te coupe, quoi. Oui, complètement. Ouais, carrément. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé à des très grands noms. Et tu perds un contact dans une rédaction, et t'es plus rien. Alors que t'as fait leur beau jour pendant des années. Et puis que tu mets en lumière des histoires qui sont juste... sans eux, c'est un peu dommage. On est quand même en train de se couper d'une partie de la mémoire de notre culture, de notre société. Je trouve pas le fait de pas mettre en avant ce travail, de pas leur donner les moyens de travailler comme il faut. Je trouve c'est assez dommage. On perd quelque chose. Ouais, complètement. Mais aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et en use et en abuse, donc finalement. Ça fait une mémoire un peu différente, quoi. Oui. Quelle mémoire, finalement. Moins objective. Tu changes de smartphone. Nous encore, on est photographe, on est un peu sensibilisés à ce sujet de backup, etc. Mais 95% des gens autour de nous, on sait très bien que... ils perdent leur téléphone, ils ont perdu toutes leurs photos, quoi. Je me demande vraiment, parce que mon grand-père est décédé il n'y a pas longtemps, on a retrouvé des photos incroyables de famille, des choses qui sont qu'aujourd'hui qui sont les choses les plus importantes que je possède peut-être. C'est vraiment l'histoire de ma famille et surtout l'histoire de sa vie, parce qu'il a eu une vie assez incroyable au fin fond de la campagne polonaise. Il était directeur d'un hôpital et il a vraiment... il se faisait payer avec des poules, avec des œufs, c'était pas un médecin. La Pologne de l'époque, c'est... Donc il y a vraiment cette vocation, et puis là, du coup il a créé des salles de cinéma dans son village. Enfin, il a vraiment un rôle très très important dans l'évolution de son village et des gens qui l'entouraient finalement. Et on a retrouvé toute l'histoire de sa vie sur des bouts de papier, quoi, sur des photos. Et je me dis, qu'est-ce que mes arrière-petits-enfants vont retrouver de nous, quoi, si c'est tout... tu vois,
je suis peut-être un peu de l'ancienne école, tu vois, je suis quand même attaché au papier et à tout ça, mais aussi pas juste parce que c'est des beaux objets, mais aussi parce que c'est quelque chose qui reste, quoi, tout simplement, qui passe de génération en C'est-à-dire génération. que d'un appareil photo, d'une génération à l'autre d'appareil photo, tu peux tout à fait ne plus être capable de lire les fichiers Les du jour au fichiers, lendemain. déjà, il y a déjà des extensions qui ont disparu, il y a déjà des types de... Donc, je sais pas, très On parle honnêtement... même pas des disques durs qui Ouais. tiendront jamais jusqu'à dans 100 ans, quoi. Donc, dans 100 ans, je sais pas quelle trace on va laisser, quelle mémoire de notre vie en société on va laisser. Moi, je sais parce que j'ai une imprimante et je les imprime, les photos. Donc ça, je sais ce qui restera. Alors, Mais pour le coup, oui, c'est pareil, nous, à chaque fois qu'on fait un voyage, alors, j'ai un peu de retard là-dedans, mais on essaye de faire des albums de... il y a les images, albums, mais il y a simplement le fait d'imprimer. Moi, les plus belles photos de mon enfance, c'est des photos isolées, tu vois. Enfin, tu vas les développer. Elles sont dans la boîte, mais elles existent physiquement. Et en fait, j'ai repris cette habitude-là. Comme de toute façon, j'ai l'imprimante parce que j'en sers pour bosser. En fait, elle est branchée sous mon bureau. Et quand j'ai des photos de famille que je trouve bien, je les imprime directement et je les mets dans une boîte. Et puis, les enfants savent où elle est. Et puis, ils peuvent aller dedans, ils peuvent prendre des photos. Ils ont instruction de faire attention à ne pas les abîmer, évidemment, mais bon, c'est les mêmes instructions que j'avais moi avant. Mais par contre, elles sont pas que dans mon disque dur. Donc demain, je perds mon ordinateur, j'ai encore 3 sauvegardes, mais admettons que la catastrophe arrive et que toutes les sauvegardes pètent en même temps, j'ai encore du papier. Donc c'est quand même important. Je pense imprimer vos photos et faites des albums aussi, parce que c'est bien de les avoir, mais les albums c'est encore mieux. Ça oblige en plus à trier ses photos et à raconter une histoire. C'est quand même. Il faut les imprimer, les ordonner, et puis après faire son album en fonction de ça. Et on les ressort très régulièrement. Hein. Ouais. Autant les photos sur le disque dur, c'est très rare qu'on ait plongé là-dedans. Autant les albums, ça nous arrive assez régulièrement. Même les enfants, ils vont très spontanément. Ça, c'est quand même ça qui est génial. On arrive à la toute dernière question de l'épisode. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Je sais pas si tu as déjà reçu des vidéastes, par exemple. J'ai déjà reçu des vidéastes. Ok. Mathias Kellen, Mathias, je l'ai déjà reçu. Ah merde. Pourquoi je l'ai pas vu dans ta liste ? Qui c'est que je vais te recommander ? Je vais te recommander... Oui, je vais te recommander une personne dont on entend pas mal parler depuis quelques semaines. Mais je pense que ça serait plutôt sympa de l'avoir sur un format un peu long comme celui-ci. C'est Mathis Dumas. Je le connais pas. C'est le guide qui a accompagné Inox Tag sur son ascension sur l'Everest. Ouais. Il se trouve qu'il est vidéaste aussi. Du coup, il est soit guide, soit des fois il accompagne des gens, mais avec en plus la mission photo, vidéo. D'accord. Donc il crée du contenu autour de ses ascensions et de ses expéditions. Là, on a beaucoup parlé de lui parce que le projet d'Inoxtag a été très médiatisé, etc. Mais je pense que ça serait super intéressant d'avoir l'avoir sur un format long. Ouais, exactement. Ouais. Parce qu'il y a vraiment, pour le coup, en plus de la recherche de la belle image, il y a vraiment un engagement physique en plus dans ces expéditions et voir un petit peu comment il gère tout ça. Ça serait super intéressant, je pense. Ok, c'est noté. Je vais regarder ça après avoir enregistré. Il me reste à te remercier de m'avoir reçu dans ce beau bureau du 11e arrondissement où j'ai vécu très longtemps et je connais un très bon restaurant à côté. Je pense qu'on va aller là-bas déjeuner. J'espère qu'il est encore ouvert parce que ça fait juste 10 ans que je suis pas revenu dans le quartier. Mais merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça valait le coup d'attendre de se voir en vrai pour enregistrer cet épisode. C'est quand même infiniment mieux. Donc merci d'avoir pris le temps sur ton escale parisienne pour me voir. Et puis du coup on se voit j'espère avant, mais en tout cas à Rise Up 2025. Pour le remettre, pour récupérer je viens reprendre ma bûche. Elle est à moi. Merci. C'est moi qui vais me la ramener dans le TGV. Bon courage. Je l'ai pris dans la voiture exprès. Je vais te déposer à l'hôtel avec, ça va être plus simple. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.